Bonjour François. Bonjour Benoît. Alors en 2010-2012, tu as monté le réseau MSV avec des collègues. Et, euh, et en fait, MSV, pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on a la bio, l'agriculture conventionnelle. Et du coup, tu as eu l'idée ou l'intuition et vous êtes parti à créer un autre truc. Et là, maintenant, c'est en train de bien Oui. fonctionner. Et du coup, on peut se poser pas mal de questions sur la bio, ses limites et en fait peut-être que le maraîchage sur sol vivant ça apporte des réponses à des impasses dans lesquelles la bio s'était mise et du coup je trouverais intéressant si tu pouvais nous réexpliquer un petit peu la démarche historique dans laquelle la bio s'est créée et puis après, on va peut-être regarder un petit peu le cahier des charges et voir un petit peu comment améliorer et dépasser les limites de ce cahier des charges et de cette bio, quoi. Ok, oui, donc la question c'est donc effectivement pourquoi on a ressenti le besoin de créer une énième tendance de l'agriculture et pourquoi la démarche que nous on a lancée ne s'est pas reconnue ni à la fois au sein de la bio, ni à la fois au sein des conventionnels, qui d'ailleurs, on va en reparler un petit peu après, conventionnel ça veut tout et rien dire, puisqu'en fait c'est tout sauf la bio, donc c'est toute l'agriculture sauf un certain pourcentage de l'agriculture. Donc clairement, c'est quelque chose qui, si on a créé ce réseau, maraîchage sol vivant, si on a créé cette nouvelle expression, c'est parce que avec tous les gens avec qui on a créé le réseau, de par notre parcours personnel, on ressentait le besoin de développer une thématique particulière qui était peu ou mal abordée par les autres tendances de l'agriculture. Donc si je prends moult tendances comme Nature et Progrès, la biodynamie, la lecture bio, toutes les tentatives de créer des surcouches de réglementation au-dessus de la bio, t'en as beaucoup aujourd'hui, je ne veux pas les citer, mais on a essayé de rajouter des surcouches réglementaires sur le cahier des charges bio pour parler du local, pour parler oui, principalement du local, des circuits courts, pour parler de social, pour parler du bien-être animal aussi. Si je te coupe là 2 secondes, Ouais. en fait, c'est vrai que si on n'est pas de la profession, quand on voit un petit peu tous les labels, tout ce qui sort, on s'y perd un peu. On voit agriculture bio, de machin, de trucs, de bidule. Et là, du coup, MSV, c'est une autre chapelle en plus, ou c'est justement. Oui, en effet, c'est une autre chapelle en plus. Alors après, quelle est la spécificité de cette chapelle? Je pense que ça, c'est un peu le sentiment que je partage avec beaucoup de développeurs avec qui je travaille, c'est que nous, on a remis un peu l'agronomie au cœur du sujet, quoi. Si tu regardes le fonctionnement de Nature et Progrès, oui, on parle d'agronomie, mais au final, pour moi, il n'y a plus vraiment d'agronomie dans ces chartes-là, dans ces cahiers des charges, ou en tout cas, il y a une vision agronomique qui n'a pas su évoluer, voire qui a reculé clairement, hein, dans la deuxième moitié du XXe siècle. On a une vision agronomique qui a reculé, et on le verra après là, dans le contenu du cahier des charges bio, dans son règlement. Il y a beaucoup de beaux principes agronomiques. Et puis au final, il y a quand même eu dans la deuxième moitié du XXe siècle une dérive claire, parce qu'il fallait produire, parce qu'il fallait répondre à l'augmentation de la demande, parce qu'il fallait répondre à plein de pressions sociétales. Il y a eu une dérive où à un moment donné, on a été obligé de produire, survivre dans l'économie de marché, et à un moment donné, l'agronomie, on l'a un peu oubliée, quoi. Et donc on arrive à plein d'incohérences sur le terrain, hein, quand on regarde les systèmes de production viticole, les systèmes de production de céréales, dans tous ces cahiers des charges, on voit quand même que les beaux principes agronomiques étaient proposés, parce qu'ils sont proposés, ils ne sont pas imposés dans la plupart des chartes, en fait ils ne sont pas respectés, ou on en est très très loin, en tout cas je pense, de l'idée que s'en faisaient les gens qui ont écrit ces règlements et ces cahiers des charges. Et donc à un moment donné, ça crée quand même une dissonance assez forte entre des cahiers des charges qui disent qu'il faudrait utiliser, qu'il faudrait par exemple améliorer les paramètres biologiques des sols, avoir de l'eau propre, utiliser moins de phyto, etc. Et puis qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans, 40 ans? Est-ce que réellement on a de moins en moins de problèmes d'eau? Non, en fait, je ne vais pas dire qu'on en a beaucoup plus, mais en tout cas on a une érosion qui continue, on a de plus en plus de nappes d'eau qui sont polluées. Alors il y en a peut-être qui s'améliorent à certains endroits, hein. Il y a eu un très gros travail fait, je sais pas, sur les cours d'eau, quoi. La propreté des plages, la propreté des bords de cours d'eau. Nous on est un peu jeunes, mais si tu remontes dans les années 80, moi je me souviens
Ma mère est assez sensible à l'écologie et donc quand elle est sur les plages, je suis de Normandie, elle est sur les plages de Normandie, c'était une décharge de plastique à perte de vue. Donc on sent quand même qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une amélioration des choses. Mais est-ce que c'est vraiment ça la pollution de l'eau, quoi? Est-ce que la pollution de l'eau, c'est vraiment avoir un bout de plastique? Est-ce que c'est sur la plage? Est-ce que c'est avoir des trucs qui flottent dans l'eau? Ça fait partie des pollutions. Certains diront peut-être que s'il y a encore de la pollution, c'est que tout le monde n'est pas en bio. C'est ça, et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être aujourd'hui faire une déconstruction un peu claire des cahiers des charges et de comprendre pourquoi il y a une dizaine d'années on s'est senti obligé de recréer une nouvelle tendance. Alors honnêtement c'était pas voulu de créer une nouvelle tendance. Moi quand j'ai démarré, et je pense que la plupart des collègues avec qui on a démarré il y a 10-15 ans ce travail de déconstruction de l'agriculture actuelle pour revenir à des fondamentaux agronomiques, l'idée c'était pas de créer une nouvelle tendance, ça s'est fait par des mécanismes sociologiques qui sont un peu toujours les mêmes, c'est qu'on a voulu porter une nouvelle thématique et les réseaux existants, aucun réseau existant n'est venu nous dire ah c'est génial ce que vous faites, c'est vrai qu'il est grand temps qu'on s'y mette quoi. Et donc collectivement allons-y, profitons de vos expériences, profitons de votre volonté, de votre énergie pour y aller. Non, malheureusement ça s'est pas passé comme ça, ça a été plutôt l'inverse, ça a été plutôt une hostilité parfois assez franche de certains réseaux. De quel réseau, par exemple, tu as eu un rejet plutôt par rapport c'est un peu tout en fait. Quand j'ai voulu faire par exemple l'association Maraîchage sur le Vivant qu'on a montée en 2012, une des premières actions qu'on a menées, c'est de devenir organisme de formation. Pour pouvoir utiliser les fonds de formation Vivea. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'allais dans une région, que je trouvais, j'en sais rien, un agriculteur très en avance, qui était dans le conseil d'administration d'une chambre d'agriculture, parce qu'il ne faut pas croire, hein, mais souvent les gens qui sont dans les conseils d'administration des chambres ou des syndicats sont quand même des gens investis dans leur profession, et donc souvent ce n'est pas les mecs les plus en retard sur le développement technique, hein. C'est souvent des gens qui sont un peu ambitieux, qui sont curieux, qui avancent. Si je trouvais un agriculteur qui était motivé pour avancer dans cette démarche de sol vivant et qui était au conseil d'administration de sa chambre, tout de suite on sentait qu'il y avait des blocages, parce que la thématique qu'on abordait était trop ambitieuse et qu'on ne comprenait pas pourquoi. Mais non, il n'y a pas de problème Chez les conventionnels, on me disait mais non, il n'y a pas de problème de pollution des eaux parce qu'on utilise des nouveaux systèmes pour doser précisément l'azote. Comme si la pollution de l'eau et les problèmes environnementaux se résolvaient à du dosage d'azote parce qu'on avait réussi à économiser 20 unités d'azote grâce à notre nouveau système GPS, je sais pas quoi. Non, les problèmes agricoles sont beaucoup plus vastes que ça. Mais c'était typiquement le genre d'argument qu'on avait. Et donc je sentais que c'était compliqué et donc on perdait énormément de temps. On voulait organiser une formation, on essayait de s'appuyer sur un organisme de formation existant, ça ne voulait pas. Après 10 coups de téléphone, ça n'avançait pas. Et donc on a dit allez, on fait notre propre OF. On a eu une réaction, je dirais peut-être même un peu plus hostile de la part des réseaux bio, parce que le fait d'aborder la question du sol vivant et du non-travail du sol, clairement, on en reparlera après, mais ça reposait la question du refus de la chimie et de la question du glyphosate ou travail du sol. Et comment le label bio s'est fondé en fait? Alors, on pourrait faire peut-être un petit historique là, juste bref. Ça va être un poil long si on reprend, parce qu'il y a eu beaucoup de visions. Si tu écoutes des gens, je sais pas, comme Claude et Lydia Bourguignon, ou tu vois par exemple quelqu'un comme mon ami Conrad Schreiber, ils ont connu quand même cette époque de la bio où on a avant tout écrit la bio, où on a essayé de mettre dans la bio beaucoup d'éléments agronomiques. Et donc si tu entends des gens comme Sautner ou comme les Bourguignons qui te parlent de la bio, ils ont en tête ce qui a été écrit en préambule du cahier des charges, on va en parler un peu après, mais c'est-à-dire beaucoup d'éléments agronomiques, qui d'ailleurs pour certains sont aujourd'hui assez obsolètes. Mais en fait il y a quand même eu un changement dans la réification de la bio, c'est-à-dire dans comment le règlement bio s'est transformé dans la réalité. Et petit à petit on est passé d'une vision. C'est des fois ce que les gens appellent l'esprit de la bio. C'est l'esprit de la bio. En fait, il est écrit dans le cahier des charges. Puis en fait, ça a dérivé doucement juste par un refus de la chimie. C'est très schématique. Et donc, je pense que l'histoire de la bio, c'est ça. C'est beaucoup de gens qui ont vu le modèle NPK se mettre en place, à grand renfort d'études de l'INRA, de tous les instituts de recherche, en disant mais regardez, on prend une plante, on la met dans l'eau, il suffit de mettre du NPK, des oligos, ça pousse.
Eux, ça leur parlait pas. Ils se sont dit, c'est pas ce qu'on a envie de faire, et ils se sont dit, on va faire de la bio, et la bio, c'est sans Ouais. chimie. Je pense avoir discuté avec pas mal de gens aujourd'hui, notamment des pionniers historiques, et c'est peut-être c'est évidemment plus compliqué que ça, mais je pense que la grande tendance, c'était que le modèle NPK a quand même été une réussite formidable en termes de production. Mon grand-père, qui faisait de la polyculture à l'élevage en Normandie, un beau jour, on lui a mis un sac d'engrais dans les mains, il a balancé ça dans le champ et il a fait 30 quintaux en plus, quoi. Alors la question, c'est pourquoi ce sac d'engrais-là, il était nécessaire pour faire ces 30 quintaux d'engrais? Quelle était la déficience dans son système? Est-ce que ce sac d'engrais permet de faire mieux que la nature, ou en fait, est-ce qu'il permet de compenser des manques de nos pratiques agricoles? Tu vois, il y a tous les enjeux de ces questions-là, quoi. C'est ça, je pense, qu'il faut qu'aujourd'hui on réouvre, qu'il faut qu'on rediscute, puisque c'est quand même bien l'ambition de nos réseaux qui parlent du sol vivant, d'agriculture de conservation, etc. Donc ça a été une réussite assez formidable, ce modèle NPK, mais en même temps, d'un autre côté, tu as eu une fuite en avant, je pense sur les modèles hydroponiques par exemple, où ils ont complètement perdu le contrôle des maladies et de la vie du sol. Tous les producteurs séristes qui avaient trop travaillé les sols et qui étaient trop partis dans le modèle NPK, ils sont arrivés avec des systèmes incontrôlables parce que trop de maladies, et au bout d'un moment, ils ont poussé à bout le modèle NPK. On met des gouttières, on met du liquide nutritif, on met une tomate dedans, on met un concombre dedans et ça pousse, quoi. Et le problème, c'est que ça n'a pas résolu réellement leur problème de maladie, ça leur a fait gagner du temps. Et en fait, ils ont eu de plus en plus de maladies, enfin pas de plus en plus, ils ont continué d'avoir de nouvelles maladies. Et aujourd'hui, j'ai des producteurs en hydroponie qui viennent vers moi en me disant, là, on croit qu'on est vraiment arrivé au bout du bout, quoi. Ou en tout cas, on aimerait arrêter de fuir devant la maladie. Et on sent bien qu'on a loupé un truc, quoi. Donc tu as à la fois ces modèles hydroponiques qui ont été l'aboutissement du modèle NPK, hein, puisqu'en fait les premières les expérimentations qui ont servi vraiment de modèle au modèle NPK, c'est un chercheur qui s'appelle Nash ou Lash, je ne sais plus, quelque chose comme ça doit être les essais de Nash, je crois. Il faudra qu'on regarde ça plus près. Et en gros, c'était l'expérience qui était assez intéressante, qui était en hydroponie. Alors on mettait des légumes, on mettait différentes plantes, on mettait des liquides nutritifs, on mettait de la lumière plus ou moins artificielle. Et puis c'était des expériences in vitro qui permettaient quand même de poser, de faire des mesures sur les grands cycles, quoi. C'est malgré tout des expériences où il y a eu des erreurs assez fortes de fait, puisque c'était des modèles en hydroponie, on a retiré le sol quand même, quoi. Donc les transferts de carbone sol-plante, tout ce qui est mixotrophie, mycorhize, rôle des vers de terre et compagnie, c'est des trucs qu'on a complètement mis aux oubliettes, et malgré tout on arrivait à faire pousser les plantes. Donc les modèles NPK qu'on a fait en hydroponie, expérimentaux, au bout d'un moment on s'est dit bah ça va marcher dans les champs, quoi. Ça va marcher dans les serres. Et là il y a quand même eu, pour finir de répondre à ta question, il y a quand même eu une réaction du monde agricole qui a dit mais non, vous êtes complètement en train de déconner, c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir résumer l'agriculture, tout ce qui se passe dans les sols, on n'y comprend rien, vous n'allez pas pouvoir résumer ça à du NPK. Et c'est là qu'il y a eu plein de tendances. En fait, dans toute la première moitié du XXe siècle, c'est là que se sont développés ces modèles, et il y a eu une réaction, clairement, du monde agricole, de manière générale, pour dire mais non, vous êtes complètement en train de déconner. Je ne sais pas comment le formuler, vous êtes en train de déconner, c'est une évidence que vous passez à côté de quelque chose. Et c'est une évidence qu'on va le payer un jour. Donc réagissons. Sauf que quand en face, tu as des mecs qui font 120 quintaux, et que tu dis ça, et que toi, tu n'as pas fait aboutir ta réflexion, t'as pas fait aboutir ta réflexion sur comment utiliser les principes biologiques des sols pour faire pousser des plantes, bah, tu as du mal à être audible. Parce que sur le plan économique, sur le plan du compte en banque, t'es pas audible, quoi. Et tu batailles tous les jours, hein, si tu es agriculteur, si tu es un groupement d'agriculteurs qui essaye de défendre un modèle basé sur les services écosystémiques du sol, si tu essaies de faire de l'agroécologie, d'utiliser l'écologie en agriculture, et bah, tu as du mal à être audible et tu galères, quoi. Je pense que c'est ça l'histoire, quoi. C'est quand même l'histoire d'une belle galère, quoi. C'est l'histoire d'une belle galère. Et au global, voilà, on en est là, c'est l'histoire d'une belle galère. Et donc, il y a quand même à un moment donné une convergence qui s'est faite entre tous les gens qui essayaient de développer un modèle basé sur les services écologiques au sein d'un cahier des charges. Qui, quand on le lit, n'est pas trop absurde, dépassé. Je pense clairement il y a plein de concepts qui sont dépassés, parce qu'aujourd'hui on sait ce que c'est qu'un ver de terre, aujourd'hui on a une bien meilleure réflexion sur tout le cycle matière, énergie, information, entropie, enfin, genre, l'écologie
en tant que science de la matière, science du vivant, enfin il faut reprendre la définition de l'écologie, hein, mais a beaucoup avancé quand même si à mon goût elle avance pas du tout assez vite. Et elle nous montre, au regard de cette écologie qui a été développée, on voit qu'il y a des concepts qui sont obsolètes dans le cahier des charges, dans toutes les nombreuses charges, mais l'esprit était quand même d'aller là-dedans. C'est pour ça que les gens parlent des fois d'esprit de la bio. Le problème, c'est que l'esprit de la bio, ça reste un esprit. Et le cahier est-ce qu'il est là? Et surtout, c'est que le cahier des charges, lui, il est contraignant sur certaines choses et il n'est absolument pas sur l'esprit agronomique, en fait. Ou pas du tout assez. C'est pas quantifié, il n'y a pas de chiffres, on ne sait pas de quoi on parle, quoi. Et donc, aujourd'hui, on en est arrivé là où on a une bio qui arrive quand même à se développer parce qu'à force de développement technique, elle a réussi un peu, je dirais, à sortir du bois, quoi. Mais elle est en train d'affirmer tout un tas de trucs, comme quoi elle fait de l'eau propre, comme quoi elle a des sols vachement plus vivants, qu'elle a de l'activité biologique, de la biodiversité dans ses sols. Oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à un état de nature, par rapport à un système pire. Et tu as un gros débat aujourd'hui entre la bio qui représente quelques pourcents de l'agriculture au global et l'agriculture conventionnelle, donc la non-bio, au sein de laquelle émergent des initiatives qui sont peut-être bien plus avant-gardistes que ce qui se fait en bio, sur certaines filières, pas toutes. Et la question c'est pourquoi le cahier des charges bio a amené des contraintes, notamment dans son refus de la chimie, a amené des contraintes qui aujourd'hui sont peut-être très bloquantes pour les agriculteurs. Voilà. Et on voit qu'elle est dans des impasses, alors notamment sur la question du travail du sol, comment je désherbe. Et elle est sur des impasses sanitaires, notamment avec l'utilisation du cuivre, où on voit que des fois, elle va défendre mordicus un produit, parce qu'elle sait que si elle n'a pas ce produit, ça va mettre en péril pas mal de filières. Pas mal de filières bio. Et donc la bio se retrouve au milieu de ces contraintes, où elle a tendance à vouloir montrer que la bio c'est homogène, que tout le monde va dans un super bon sens parfait, alors qu'il y a une énorme disparité en termes d'impact écologique des pratiques bio, tout comme tu as une énorme disparité au sein de l'agriculture conventionnelle. Et donc on se retrouve en fait avec un paysage qui est extrêmement difficile à lire si on n'a pas un regard agronomique. Tu vois. Et d'un point de vue aussi de l'économie, en 94 on rentre les accords du GATT, puis après l'OMC, et du coup peut-être que aussi les pressions, on va dire, et les logiques d'économie de marché ont fait que on a dû peut-être accepter et tolérer différentes pratiques pour rester un minimum compétitif dans cet univers qui évolue, quoi. Il y a clairement cet aspect-là. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec des séristes en serre chauffée qui, alors ça, il faudrait regarder en détail dans quelle région ça se fait, etc. Mais bon, c'est des trucs qui sont des secrets de polichinelle. On sait que les mecs en serre, ils te produisent de janvier à mars des tomates non bio parce qu'ils sont en serre chauffée, et puis bizarrement, au mois d'avril, ça devient des tomates bio parce qu'il n'y a plus besoin de chauffer la serre, quoi. Et on est obligé d'accepter ces choses-là parce que le fait que la serre soit chauffée en début d'année et qu'elle ne le soit plus après, ça rend pas la tomate pleine de produits chimiques, et c'est ça que le label met en avant. Il met en avant le fait qu'on va manger des produits qui sont exempts de résidus de produits, ce qui en plus n'est pas tout à fait vrai, vu qu'il y a des produits bio qui ne sont pas toujours super top. Et en plus, il y a quand même pas mal de dérogations sur le terrain, des dérogations réglementaires notamment, puisque des fois, tu as les services gouvernementaux qui disent non, là vous traitez tous parce qu'on a un problème d'invasion de tel insecte, etc. Et donc, si vous êtes un bio au milieu du conventionnel, vous avez l'obligation de traiter. Alors, est-ce que les gars le font ou pas, tout ça, c'est des débats, mais il y a quand même pas mal de... C'est pas tout blanc tout noir, même si on sent évidemment qu'il y a un effort de la bio pour utiliser le moins de chimie. Mais voilà. Il y a quand même, je suis d'accord avec toi, une pression du marché, et c'est toute l'histoire de la bio, hein, c'est une pression du marché à tous les niveaux pour rester compétitif. Et donc, il y a une pression des producteurs pour, des fois, faire un peu des entorses ou trouver un peu les limites du règlement. Et très souvent aussi, en premier lieu, oublier l'agronomie, parce que ça nous fait perdre notre temps, quoi. Bien que moi je sois convaincu aujourd'hui que si demain on remet l'agronomie au milieu de la table, au cœur du sujet, il y aura beaucoup de filières où en fait, on va de nouveau redevenir compétitif. Et typiquement, c'est le maraîchage sol vivant. On a démarré avec rien, très peu de moyens, des producteurs sans le sou. Et malgré tout, aujourd'hui, on a un taux de survie des fermes qui est énorme. Et aujourd'hui, on a une très très grosse partie des nouvelles installations en bio, notamment, qui sont sur des petites structures en maraîchage sol vivant, avec des gens qui, en fait, très souvent sont des néo-ruraux, qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences techniques, qui découvrent le métier. Et s'ils y arrivent, c'est bien parce que le fait d'avoir remis le sol vivant au milieu
du projet, au milieu de la construction des fermes, ça nous a rendu compétitifs économiquement, quoi. Donc voilà l'historique de la bio, je pense qu'on en est là. Sauf que je crois clairement qu'il y a eu une dérive, à la fois par les contraintes de marché, par l'absence de recherche. Alors là, je vais quand même taper un peu sur les instituts de recherche, parce que, je vais le dire, tu vois, il y a 3-4 ans, j'ai été invité dans une école d'agro à faire une conférence pour présenter le maraîchage sol-vivant. Et avec moi était invitée une maraîchère qui s'était installée, une pionnière de la bio qui s'était installée il y a 20-25 ans, qui avait fait toute sa carrière. Et donc elle présentait sa carrière et son système en expliquant que quand même elle en avait bavé, qu'au début il n'y avait pas eu grand monde pour l'aider, que c'était un métier dur. Alors la nana elle avait les doigts complètement déformés à force du désherbage manuel, quoi, parce que c'était quand même une des pratiques qui était couramment acceptée, de désherber à la main pendant des journées entières des champs. Enfin, genre, on envoie des fusées dans la Lune et on est encore en train de désherber des champs à la main. Est-ce que c'est logique, quoi? Enfin, il y a un vrai problème de recherche et développement, et elle le disait. Ça se voyait sur ses doigts qui étaient tout déformés à force de faire du désherbage manuel. Et le tableau qu'elle dressait, de sa carrière, il était un peu triste, parce qu'elle disait, ouais, quand même, on en a chié, on a mis 10 ans pour s'installer, il nous est arrivé quelques petits problèmes, ça a été vraiment dur, on a réussi quand même à survivre. Mais elle disait pas ça, tu vois, avec une joie incroyable. Et sa conclusion, c'était quand même que ses enfants ne voulaient pas reprendre la ferme, parce que c'était un métier trop difficile, etc. Bon. Et puis la conclusion de sa conférence, ça a été de dire, mais quand même, j'ai réussi à faire tout ça, j'ai tenu bon, sans mettre de produits, toute ma carrière, j'ai pas utilisé de produits de chimie de synthèse. Et alors là, tu as toute l'assemblée qui a applaudi. Le problème, c'est que dans l'assemblée, il y avait qui, quoi? Il y avait tous les chercheurs en agronomie, et tous les profs d'école d'agro, quoi. Ceux qui sont quand même censés aider les agriculteurs à faire en sorte qu'ils n'en chient pas au quotidien, parce qu'ils sont dans leur bureau, ils font leurs cours bien au chaud dans les salles de classe. Donc sur le moment, j'étais un poil tendu, sachant que moi j'ai vécu aussi, si tu veux, pendant 10 ans avec d'autres, une période où on était obligé nous-mêmes de travailler très intensément, reprendre tous les dossiers agronomiques, etc., sans avoir trop d'appui des institutions, voire des fois de l'hostilité. De temps en temps, il y avait quand même des gens qui nous aidaient, on travaillait avec quelques chercheurs qui nous aident bien, mais là, je trouvais que c'était assez symptomatique du grand décalage qu'on a aujourd'hui entre des profs, des chercheurs, des étudiants en agro citadins qui applaudissent une maraîchère parce qu'elle dit qu'elle n'a pas mis de produits phyto, mais qui avant a quand même expliqué qu'elle en a bavé toute sa carrière, quoi. Oui, vous ne devriez peut-être pas applaudir parce que c'était quand même votre job, quoi. Alors, il saluait l'acte héroïque. Oui, il salue l'acte héroïque, mais pourquoi acte héroïque, quoi, non? Donc on a aussi cette problématique. Pourquoi il faut être un héros pour faire du maraîchage bio? Ça, voilà. Et pourquoi ce ne serait pas juste un truc normal, et pourquoi on n'a pas tous les instituts qui nous ont filé il y a déjà 25 ans des super petites bineuses, des machins, des recettes agronomiques, des réflexions sur le cycle des plantes pour savoir comment mieux désherber, enfin tous les travaux qu'on fait aujourd'hui avec des outils comme le Roll-en-Sem, comme l'utilisation des bâchages, les bâchages biodégradables, les mulches en géochanvre, les paillages organiques. Enfin, je veux dire, ça n'est qu'aujourd'hui que les instituts de recherche commencent à peine à faire quelques petites publications. Et ils ont sorti un parcours de e-learning sur l'utilisation des paillages, avec pas mal d'aspects agronomiques, mais bon, ils n'avaient surtout pas mis le ver de terre dedans parce que, bon, et pour cause, on peut en parler, mais parce que les vers de terre, c'était Marcel Boucher, et toute l'écologie du ver de terre était dans sa cave et maintenant sur notre site web, mais elle n'était pas dans la bibliothèque des écoles d'agro. Donc ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit quand même clairement une volonté de la recherche de se rapproprier l'agronomie, de ressortir le bilan humique, tous les travaux des nains Dupuis et compagnie. Mais franchement, il serait temps, et en plus, ils ont du retard. C'était un petit peu dans ce développement aussi de la spécialisation de la science où il y a eu quelques ponts qui n'ont pas été construits et qu'il est urgent de... Voilà, et il faut être honnête, la bio a été une victime aussi de cette dérive de la recherche agronomique vers les modèles NPK, le tout génétique, le tout moléculaire. Et puis on a quand même franchement oublié l'écologie. Bon, c'est ce que raconte Bourguignon, c'est ce que raconte Marcel Boucher. Pourquoi quelqu'un comme Dominique Soltner a fait cavalier seul toute sa carrière? Il a écrit des espèces de sommités, de livres, alors qu'il n'était pas raccroché à un institut de recherche, quoi. Parce qu'en fait, il y avait une place pour des livres de vulgarisation d'agronomie. Et pourquoi c'est Soltner qui l'a fait tout seul, en freelance? Et pourquoi je dis pas que les chercheurs n'ont rien fait, hein.
as des chercheurs belges là, qui ont écrit Le sol vivant, là, Goba et ses camarades. C'est quand même une sommité, mais c'est quand même un livre récent. Et le parcours de Solner est intéressant là-dessus, parce qu'en fait, il a écrit Production végétale, Production animale, des gros livres. Et à sa retraite, qu'est-ce qu'il a écrit? Un jardin sans travail du sol. Sans bêchage. Sans bêchage, sans retournage, ou je sais plus quoi. Qui a d'ailleurs, comme Fukuoka, été un livre d'inspiration pour tout le réseau MSV, parce qu'il a posé les premiers exemples fonctionnels de comment faire pousser des légumes sans travail du sol. Alors, lui, avec son bouquin d'avant, la haie, où il y avait déjà la bâche, et du coup là on a eu vraiment l'outil de gestion de l'enherbement qui se dévoile. C'est ça. Et après, bon, au sein de la bio, il y a quand même eu toute une réflexion qui a été faite par les instituts techniques, etc. sur, on ne veut pas trop mettre d'intrants, mais on se rend bien compte que la bâche plastique, c'est quand même ce qui va arrêter de désherber à la main et puis d'avoir le dos pété en fin de carrière. Donc ça, c'est... Parce que si à un moment donné, si on veut parler de social, il faut quand même aussi éviter d'avoir des agriculteurs désespérés et dépressifs en fin de carrière parce qu'ils n'en peuvent plus. Enfin, j'ai encore vu, il y a une dizaine d'années, des gens s'installer, quand moi je me suis installé avec mon frère, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, des gens qui sont installés en même temps que moi et qui sont restés vraiment sur ces pratiques de je mets un petit peu de matière organique dans le sol, je plante, je travaille beaucoup le sol et je désherbe tout à la main comme un fou. Au bout de 10 ans de carrière, ils ont arrêté, quoi. Parce que des gens qui sont installés il y a 30 ans, c'était pas la même société. Avoir un travail manuel très laborieux, c'était peut-être quelque chose, je dirais, de socialement plus acceptable. Aujourd'hui, ça l'est pas, quoi. Plus personne ne veut. Tu le vois bien dans tous les woofers et les stagiaires qui passent ici. Tu vas réellement réussir à faire désherber 5 jours d'affilée à la main tes woofers et tes stagiaires. Jamais. Au bout de 2 jours, tout le monde en a marre. Au bout de 3 jours, tout le monde te dit mais c'est quoi ton modèle agricole? Moi je croyais que la bio c'était cool, que c'était super. Et donc on voit bien qu'il y a un problème. C'était peut-être acceptable il y a 30 ans de passer sa vie à désherber à la main. Ça l'est plus aujourd'hui. Plus personne n'a envie de faire ça. Mais c'est pour ça que la bio a développé des bineuses, des machins, des trucs. C'est ça. Alors ça on va en parler, mais c'est des outils qui nous amènent à quoi? À plus de travail du sol. Du coup, pour démystifier ce cahier des charges bio, on va peut-être le regarder un petit peu. Allez. Écoute, je t'ai préparé 2-3 trucs, donc je t'ai préparé quoi? Bon, déjà qu'on lise en transversal le cahier des charges pour voir comment il est structuré, parce que je pense que très peu de gens l'ont lu en fait. Même quand je fais des formations avec que des agriculteurs bio, je leur dis mais qui l'a lu vraiment le cahier des charges? Ah oui, il y a 20 ans, se souviennent à peine ce qu'il y a dedans, quoi. Moi je te cache pas que j'ai regardé en transversal parce qu'on préparait ça, mais... Sinon tu l'avais jamais vraiment lu. Et donc encore moins les consommateurs, et je te parle pas des hommes politiques, quoi. Ils sont vraiment... pour eux, le bio c'est une image d'Épinal. J'ai fait une formation il n'y a pas longtemps, c'était assez drôle, avec des gens qui sont quand même assez loin du terrain, qui bossent dans l'agroalimentaire, et je leur disais mais si, en bio on travaille les sols, quoi. Ils étaient intimement persuadés que tout le monde de la lecture biologique ressemblait à une jolie prairie avec des papillons et puis des trucs et des fleurs partout. Je leur dis non, après un labour sur une belle plaine bio, c'est aussi mort qu'ailleurs, quoi. Donc il faut le lire en transversal pour voir déjà comment il est construit, quels sont ses principaux axes de travail. Et puis après, j'ai sorti surtout j'ai ressorti les éléments agronomiques, quoi. Puisqu'il y a beaucoup d'éléments intéressants, hein. L'idée c'est pas de cracher sur la totalité du label bio, c'est pas du tout ça. Et on sent bien que dans l'esprit, il y a eu une volonté d'aller vers une agriculture qui utilise principalement les services écosystémiques. Il y a beaucoup de bonnes intentions, mais on va le voir, elles sont non contraignantes. Les seules choses qui sont contraignantes, c'est en fait tout l'aspect sur la chimie. Et donc en fait, ce sont que des obligations négatives. T'as pas le droit de faire ça, ça, ça ou ça. Et dans les obligations positives, en fait, il n'y en a quasi pas, quoi. C'est juste des recommandations et des suggestions. Donc le cahier des charges c'est fait comment? Alors en fait il y a beaucoup de redondance, le cahier des charges bio. Donc le cahier des charges c'est avant tout un règlement avec des annexes. Donc tu as un règlement qui te dit ça serait bien de faire ça, 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 et ça, ça, ça c'est interdit. Et après il y a des annexes qui précisent est-ce que telle matière organique j'ai le droit d'utiliser, j'ai le droit d'utiliser telle ou telle chimie en bio, mais pas telle autre. Bon. Donc ça commence... Donc j'ai pris le règlement CE numéro 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007. A priori, en 2021, il va y avoir un nouveau règlement pas mal relu, réécrit qui va être sorti. Il y en a déjà des premières versions qui circulent, mais j'ai pas utilisé celui-là. Et tu as un titre 1 qui s'appelle Objectif, champ d'application et définition. Donc désolé, là ça va être un peu laborieux. On va l'afficher à l'écran après. Mais je pense que c'est important de le lire pour comprendre le vocabulaire.
et comprendre que c'est un vocabulaire qui date d'une vision agronomique antérieure, quoi. Et que les nouveaux concepts qu'on essaye de développer ne sont pas dedans, quoi. Donc tu as un titre 1, objectif, champ d'application et définition, qui commence par 40 petits articles, dont beaucoup sont en fait, c'est d'ailleurs ça qui est un peu étrange, c'est qu'on mélange des aspects réglementaires avec des aspects agronomiques, avec des déclarations de bonnes intentions. Bon. Voilà, il faut comprendre que c'est une vision agronomique qui a plusieurs décennies, qui est là dans ces 40 petits articles, et puis après on va voir, il y a un peu de redite. Donc je passe directement à l'article 9 du titre 1. Bon, les organismes génétiquement modifiés, OGM, et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Ils ne devraient donc être utilisés ni dans l'agriculture biologique, ni dans la transformation des produits biologiques. Alors déjà c'est intéressant parce qu'on te dit que c'est incompatible avec l'agriculture biologique. Là encore pourquoi Alors les termes sont définis, hein. Tous les termes utilisés, comme c'est un règlement, tout est défini. Il y a des annexes où ils te disent OGM selon la définition 2, matière organique selon la définition 2, hein. C'est quand même très strict. Là, il y a eu un petit bémol avec l'uniformisation des cahiers des charges européens, on est à 0,9. Oui, une fois de plus, ils sont un peu obligés parce que de toute façon, du soja OGM, il y en a partout, des trucs un peu trafiqués en OGM, il y en a partout. Bon, mais là, une fois, comme assez souvent dans ce cahier des charges, les organismes génétiquement modifiés, les produits obtenus par OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique. Je n'explique pas trop pourquoi. Bon, c'est décrété, c'est réglementaire. Mais ce que je trouve un peu ambigu, et c'est souvent comme ça dans ce cahier des charges, c'est que si tu disais on n'en veut pas, on n'en veut pas, c'est arbitraire. On a une position éthique en fait, on ne veut pas ça. Mais là, le mot, c'est un axiome de base, quoi. Mais c'est le mot incompatible, comme s'il y avait une réelle incompatibilité, tu vois, fondamentale. Le problème, c'est qu'elle n'est absolument pas expliquée. L'incompatibilité, elle vient peut-être du fait que les OGM, ils sont faits par ceux qui font de la chimie et qu'on a dit non à la chimie. Voilà, en fait, tu étais sur des raisonnements circulaires tautologiques un peu bizarres, et manque de bol, c'est quand même aujourd'hui, avec des systèmes en OGM Roundup Ready, qu'on trouve les meilleurs systèmes en sol vivant, où on utilise des plantes annuelles. Les fameux monocultures de maïs grain OGM Roundup Ready dont je te parlais tout à l'heure. Et donc, utiliser le mot incompatible, c'est un peu problématique parce que on ne dit pas que c'est une décision arbitraire parce qu'on a peur des OGM, parce qu'il y a probablement plein de raisons d'avoir peur de ça, mais c'est une affirmation comme s'il y avait une réelle incompatibilité, quoi. Je suis désolé, dans les systèmes en sol vivant que je vois où on utilise des maïs grains OGM Roundup Ready, 80% de la fertilité qui fait pousser ces maïs, elle vient bien des processus biologiques, et on le sait parce que les gens ne mettent quasi plus d'engrais dedans, quoi. Donc utiliser, tu vois, le vocabulaire est important, et donc là on a une déclaration là-dessus. Bon, c'est pas d'une immense importance, mais on peut déjà y lire une contradiction entre l'agriculture conventionnelle qui arrive, même avec des OGM, ou surtout grâce à des OGM, à faire des super systèmes en sol vivant, et le fait qu'on décrète que c'est incompatible avec les systèmes biologiques. C'est un micmac entre l'éthique et la science, et voilà, ça porte à confusion. Bon. Article 11. L'agriculture biologique devrait surtout s'appuyer sur des ressources renouvelables dans le cadre de systèmes agricoles organisés à l'échelle locale. Pour limiter autant que possible l'utilisation de ressources non renouvelables, les déchets et les sous-produits d'origine végétale et animale devront être recyclés de manière à restituer les éléments nutritifs à la terre. Donc là, on sent le compost. Là, ça sent le compost et ça sent le NPK en fait, parce qu'on parle d'éléments nutritifs. Donc ça paraît un peu logique. Mais... Ça partait bien, mais ça a juste mal fini là. Ça a juste mal fini. Il y a la notion de recyclage qui est là, il y a la notion de cycle. Elle est clairement là, sauf que c'est le cycle de quoi? D'éléments nutritifs, voilà, pour nourrir les plantes et pas pour l'activité biologique. Ouais. Alors on en parle après, hein. On parle de l'écosystème sol, on parle de ça, mais on voit bien qu'on est sur une approche NPK, et ça s'est clairement transformé aujourd'hui avec des agriculteurs qui balancent 3 sacs de granulés de matière organique avec très peu de carbone, qui se dégradent extrêmement rapidement. Alors typiquement, tu sais, tu vas aller chercher des algues, tu vas aller chercher du fumier de vaches mis en granulés compostés, donc c'est un niveau, ça se dégrade extrêmement vite. Parce que ce qu'on cherche dedans, c'est l'azote. De toute façon, tu le vois sur les fiches de technique de légumes de l'ITAB, tu vois combien mange telle ou telle culture. C'est ça, et ils te le donnent en NPK, ils te le donnent pas en sécrétion de vers de terre. Ou en tonnes de paille. Voilà, ou en intensité de symbiose avec les mycorhizes.
Non, on te le donne en NPK, point. Et on te fait des calculateurs. Alors, tu as des tableaux de calculateurs NPK, etc. quoi. Parce qu'on est malgré tout, malheureusement, bel et bien dans une logique NPK, même si on a toujours affirmé qu'on voulait aller vers plus de processus biologiques. Mais quand on utilise le concept d'éléments nutritifs ici, restituer les éléments nutritifs à la terre. On est peut-être rentré là-dedans aussi parce que les légumes ils étaient un peu chétifs aussi. On s'est dit peut-être qu'il faudrait les... C'est ça. Mais toujours est-il que les éléments nutritifs à la terre, on a complètement court-circuité, là, dans cette description, l'activité biologique. Bien que ça ne soit pas incompatible. Quand tu prends cette définition-là, si tu fais du maraîchage solvant où tu nourris ton sol, tu ne sors pas de cette définition, quoi. C'est pas incompatible, clairement. Donc on voit bien que dans le cadre de l'agriculture biologique, le cadre se prête quand même, si on le veut bien, à des pratiques où on va avoir une nutrition très intense du sol, quoi. Ça s'y prête, dans leur logique du cycle de la fertilité. Donc article 12, donc j'en saute pas mal, parce qu'il y a des choses qui sont quand même pas très intéressantes, c'est un micmac assez bizarre des fois. La production végétale biologique devrait contribuer au maintien et à l'amélioration de la fertilité des sols, ainsi qu'à prévenir l'érosion des sols. C'est bien ça. Ça c'est plutôt correct, on a bien compris que c'était la production végétale qui était la source de tout. Elle devrait... Par contre, là, c'est moins bon. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on sait que c'est mauvais de passer la charrue, mais dès que tu vois un itinéraire technique en bio, ils disent passage de charrue, puis après reprise de labour, et du coup... Mais c'est d'ailleurs très souvent écrit en préambule dans beaucoup de documents techniques de l'ITAB. Quand Mais c'est cela que je citais justement. Et alors là, ce qui est problématique, c'est qu'on te dit la production végétale biologique devrait contribuer au maintien. Mais on t'a pas dit que c'était obligatoire, on t'a dit que ça serait bien. Le devrait, il est assez problématique. Alors que ce soit sur l'article précédent, le 11 ou celui-là, le 12, d'ailleurs, on ne te donne jamais aucune quantification. On ne te donne pas un chiffre, on ne te donne pas un seuil. Si on te dit ça devrait, alors c'est des beaux principes, mais on ne te donne en fait jamais dans le règlement aucun seuil et on ne te le quantifie pas, il n'y a aucun indicateur de résultat. On te dit, ça serait bien, 2. Donc la production végétale biologique devrait contribuer au maintien et à l'amélioration de la fertilité des sols ainsi qu'à prévenir l'érosion des sols. On est bien d'accord, c'est bel et bien ce qu'on essaie de faire en sol vivant. Les végétaux devraient être nourris de préférence, donc c'est bien de ne pas être non plus, comment on dit, jusqu'au boutiste ou trop restrictif, donc c'est bien de ne pas être trop restrictif. Les végétaux devraient être nourris en préférence par l'écosystème sol plutôt que par des engrais solubles ajoutés au sol. Puisqu'il y a en vérité quelques entraves possibles au label bio si dans certaines situations tu n'as vraiment pas le choix que d'utiliser des engrais très solubles, très minéraux. Donc la déclaration d'intention elle est bonne, mais le problème c'est qu'elle est non contraignante et in fine elle n'est pas quantifiée. Et donc ça veut dire que si demain j'ai le sol le plus pourri qu'on puisse imaginer, que j'arrive quand même à faire pousser ma petite plante chétive et que cette petite plante chétive, tiens, typiquement la vigne qui est quand même très souffrante en France comparée à celle que toi tu fais pousser ici, si j'arrive à faire pousser ma production, quand bien même j'ai énormément d'érosion des sols, etc., tout ça c'est jamais quantifié et on va dire oui c'est bon, on est dans le cadre de l'agriculture biologique. C'est néanmoins intéressant que ces principes soient là. Par rapport, il est vrai, au reste de l'agriculture conventionnelle où on n'énumère jamais ces principes-là. Alors, article 14, la production animale est fondamentale pour l'organisation de la production agricole. Donc là, on ne parle pas de cycle de la fertilité, on parle de l'organisation de la production agricole. C'est quand même pas la même chose que le cycle de la fertilité. Dans les exploitations biologiques, dans la mesure où elle fournit la matière organique et les nutriments nécessaires aux terres cultivées et contribue ainsi à l'amélioration des sols et au développement d'une agriculture durable. Alors ça, très souvent, c'est transformé sur le terrain en on ne peut pas faire de bio sans élevage. Je suis désolé, c'est faux et archi faux. Il y a plein de situations où on peut faire de l'agriculture biologique sans élevage, mais il y a plein de situations où ça rend bien service. Pourquoi ? Parce que très souvent, la source de nourriture des animaux en bio, c'est de l'herbe. Et donc un système en sol vivant. Donc si tu mets de l'herbe dans ton système, tu as une grosse partie de ton système en sol vivant, tu as des fumiers qui sortent de ça et tu fais des transferts de fertilité dans l'espace et dans le temps au sein de ta ferme. Tu as des plantes, le schéma il est simple, c'est que plus ta plante elle a un cycle court, plus c'est une annuelle, plus elle est fragile et moins elle est capable de produire de la biomasse, et plus tu as une plante pérenne,
plus elle est capable facilement de créer des systèmes auto-fertiles. Donc verger avec des arbres et de la prairie, ça c'est très facile de faire des systèmes auto-fertiles, tu rajoutes un peu d'eau et puis tout va bien, quoi. J'ai un système de pré-verger normand, moi dans ma famille ça a fonctionné pendant des siècles, il n'y a pas besoin de mettre d'engrais, quoi. Mais la prairie, dit élevage. Mais en fait une prairie, tu peux retirer la vache, tu peux retirer l'animal, et gérer ta prairie uniquement avec de la fauche, ça marche aussi, quoi. Et donc tu peux fabriquer des pré-vergers normands sans vache. Ça marche même un peu mieux, faut le dire. Moi j'ai fait des essais chez moi. Tu mets en place une gestion prairiale qui ressemble assez bien à du pâturage tournant dynamique, mais en laissant la plante se développer encore un peu plus, bah, tu vois que ta prairie année à année elle pousse encore plus, quoi. Donc moi je suis pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs c'est pas clair, mais c'est quand même dit dans l'article 14. La production animale est fondamentale pour l'organisation de la production agricole. Et ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire que la production animale permet de faire des transferts de fertilité intéressants au sein d'une ferme. Et en plus, ça fait des sous. En créant une valeur ajoutée. En créant une valeur ajoutée. Donc non seulement tu as du sol vivant, parce qu'on a un modèle sol vivant prairial qui fonctionne, tu crées la valeur ajoutée, et tu te retrouves avec une ressource de fumier, de matière organique, que tu peux, grâce à laquelle tu fais des transferts de fertilité, ou tu peux retourner de temps en temps ta prairie pour la mettre en culture avec des plantes annuelles qui sont très dégradantes des sols. Dans tous les cas, ça ne veut absolument pas dire que tu peux pas faire pousser des légumes si tu mets pas du fumier, quoi. C'est clair. Mais tu le sais parce que tu as été un peu au cœur de la bataille quand même. Tout le débat sur les BRF, bah non, ça va pas bien nourrir les sols parce que c'est du ligneux, il faut prendre du fumier, etc. Et donc on a eu tout un tas de débats agronomiques parce qu'en fait, les transferts de fertilité dans l'agriculture biologique se faisaient principalement avec des fumiers ou par du retournement de prairie, parce que la prairie avait régénéré la fertilité du sol. Et le jour où il est arrivé cette question des ligneux, on nous a dit ah non c'est pas possible, ah si en compost ça marche, alors tu ne comprenais pas, en compost sous forme de compost ça marchait mais pas sous forme de BRF. Voilà, ça a été tout le débat avec Hérodi et compagnie, c'était assez compliqué. Mais non en fait ça marche très bien, c'est juste il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais le fait est que ça c'était une des barrières qu'on nous a opposées dans le monde agricole de manière générale, vous ne ferez jamais de maraîchage si vous n'avez pas d'élevage. Fin d'azote, fin d'azote. Fin d'azote, ressources en... Non, désolé, tu prends 10 hectares de forêt, tu prends un peu de feuilles par-ci par-là, tu peux très facilement faire un hectare de maraîchage sans trop empêcher ta forêt de pousser, quoi. Voilà, aujourd'hui, moi je considère que voilà, avec 10 hectares de production de... Enfin, si tu veux faire 1 hectare de production de légumes, il va falloir que tu ramènes tous les ans pas mal de matière organique avec nos techniques actuelles, hein, parce qu'on va les améliorer, j'imagine, dans le futur. Enfin, on est déjà en train d'y travailler, d'ailleurs. Ben, en gros, avec 3 hectares de prairies ou de forêt, tu peux faire des ponctions de matière organique sur ces systèmes naturels, semi-naturels, les transférer dans l'espace sur ton champ, et tu vas avoir un système durable. Oui, et puis là, même moi, j'ai vu, là, on a fait des essais, là, où finalement, après une culture d'été, on a mis un couvert d'hiver. S'il monte à 1,80 m de haut et qu'il est bien dense et qu'on le couche en mai et qu'on vient remettre comment ça s'appelle, une plante d'été, je sais pas où on est là dans l'auto-fertilité. Tu y es pas tout à fait, mais ça durera... On s'en approche, quoi. Disons que si tu pars d'un sol à 8% de matière organique, ça va durer 20 ans. Parce que tu travailles pas ton sol. Et ça, c'est vraiment le facteur surdéterminant. Moi, je l'ai vu. On a aujourd'hui des exemples dans le réseau MSV où les gars, ils ont mis 50 cm de BRF. En quelques années, ça a été mangé par le sol, même des fois des exemples avec plus d'1 mètre. Bon, on avait remonté le taux de matière organique à des niveaux stratosphériques, on a mis des bâches et on fait culture sur culture sur culture sans jamais rien remettre et ça fait 10 ans que ça dure. Tu aurais mis le moindre outil de travail du sol dans ce système-là, ça n'aurait pas duré 10 ans, quoi. Ça aurait été beaucoup plus court, je pense d'un facteur 5, quelque chose comme ça. Au bout de 2 ans, ça aurait été moins bon, quoi. Peut-être 5 ou 6, parce que là on était peut-être 5 ou 6 ans, parce que là on était monté à des taux de matière organique quand même assez stratosphériques. Mais on voit que le fait de ne pas travailler les sols, ça maintient, enfin ça limite énormément la dégradation des services écologiques du sol, quoi. Mais c'est d'ailleurs tout l'objet de notre démarche aujourd'hui, c'est de comprendre ces curseurs, combien de temps je peux produire sans travail du sol sur tel type de sol, sans le nourrir. À quel rythme je dois revenir mettre à tout prix à manger, sinon ça va très mal se passer. Tu vois. Mais dans tous les cas, on a réussi des excellents systèmes sans élevage. Et d'ailleurs, ça n'est pas strictement marqué que c'est nécessaire de faire de l'élevage. Voilà. On l'a compris, l'élevage, c'est avant tout avant tout une question de prairie qui permet de faire du transfert de fertilité, et donc c'est avant tout un problème de sol vivant.
C'est ce qui est écrit là, mais c'est pas très bien écrit. Et là, souvent, bon là, j'attaque un petit peu les trucs un peu polémiques, mais souvent, les questions, c'est est-ce que je récupère un fumier pas bio? Parce que du coup, dans la bio, faut pas de chimie. Et du coup, est-ce que je me coupe de cet apport de matière organique, sachant que Là, c'est encore, comment je fais pour tu avoir reviens à la question de la boîte à outils. J'ai plein de matières organiques à disposition et en fait le cahier des charges bio et notamment ses annexes m'aliènent un certain nombre de ressources en me disant non celle-là t'as pas le droit. Ah bon mince. J'avais eu ce débat-là une fois, quelqu'un qui était venu sur notre Google Group en disant ah j'ai trouvé du fumier de santé équestre, j'ai très peur parce que il y a probablement des antibiotiques dedans, ça va tuer la biologie de mon sol. Est-ce que je dois le composter ou pas pour détruire les méchants antibiotiques? Le problème c'est que le processus de compostage c'est un processus qui met en jeu de l'activité biologique. Donc si les antibiotiques sont tellement dangereux qu'ils vont tuer l'activité biologique de ton sol, ça veut dire que ton tas il compostera jamais. Si tu arrives à faire composter ton tas, ça veut dire que si tu mets le fumier dans le sol, il va très bien se dégrader. Parce que les micro-organismes qui mangent la matière organique dans le compost, ils ont beaucoup de points communs avec ceux du sol. Et donc si tu arrives à composter, ça veut dire que ton fumier il se décomposera quand il sera dans son sol et il ne tuera rien du tout. Donc, c'est des problèmes d'ordre de grandeur. C'est pas parce que tu as mis 3 gélules d'antibiotiques dans 20 tonnes de fumier que tu vas tout tuer là-dedans. C'est pas vrai. Enfin, tu vois, les gens délirent un peu, quoi. Et par contre, quelqu'un lui avait dit ah oui, il faut à tout prix composter parce que c'est dangereux. Attention, là on va composter, c'est énormément de travail, de remuer ton tas, de l'arroser, machin, et en plus tu perds la moitié de l'énergie de ta matière organique. Donc faut savoir raison garder, et malheureusement, bah, tu as la même question tiens, avec les bouts de stations d'épuration. En bio, tu n'as pas le droit d'utiliser de compost qui ont reçu des bouts de stations d'épuration, c'est un principe. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est jamais mesuré en fait. En principe, souvent, en plus, les stations, ils doivent mesurer par rapport à des normes européennes et ils Oui. disent en principe que ça colle, mais bon, après, moi, je sais pas trop comment me positionner dans ce débat, hein. Bah, se positionner, c'est que oui, quand tu as des concentrations de métaux lourds, faut y faire très gaffe, quoi. Parce que a priori, un jour ou l'autre, il se relargue, quoi. Si on en croit la chimie de Mendeleïev et que c'est censé se relarguer un jour ou l'autre, notamment si tu as des pratiques un jour qui font baisser fortement ton taux de matière organique, quoi. La matière organique va se dégrader et les métaux lourds sont dedans, ça va relarguer ça. On voit ça en surpâturage, en élevage, quoi. Une prairie surpâturée, le taux de matière organique baisse et ça libère beaucoup d'aluminium, ça se met dans le cycle des animaux et ça génère des pathologies, quoi. Mais tu as le même débat avec la méthanisation, hein. La méthanisation, tu as un peu de tout et n'importe quoi qui rentre dans les méthaniseurs et ça envoie des métaux lourds dans les prairies qui sont dans des formes très facilement assimilables. Et donc ça rentre très vite dans le cycle des animaux, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour la production, la nécessité ou pas de l'élevage. Alors après tu as tous les débats, est-ce que tu as des ferments qui contiennent des informations incroyables, qui vont dynamiser les plantes, etc. Des observations sur le fait que la salive des vaches va activer la repousse des plantes, tout ça, bon, c'est peut-être vrai. Toujours est-il qu'aujourd'hui on arrive malgré tout très facilement à faire des super systèmes en sol vivant sans animaux. Je pense pour clouer le clou un peu, pour amener un autre point important à ce débat-là, c'est quand même de regarder ce qui se passe dans les écosystèmes naturels, les écosystèmes forestiers. Les mammifères supérieurs, c'est quelques dizaines de kilos de biomasse à l'hectare. Oui, il y a des sangliers, des chevreuils dans la forêt et ils régulent certaines choses, mais ils sont sur des espaces gigantesques. Et l'animal dans les écosystèmes naturels, c'est le ver de terre. C'est lui qui représente 70-80% de la biomasse animale. Donc si tu veux faire quelque part, j'ai envie de dire, de la culture avec de l'élevage, c'est des vers de terre. Et quand tu réfléchis à ce que mange le ver de terre, en plus c'est assez taquin, c'est que le ver de terre, il est carnivore ou il est herbivore? En fait il est détritivore, mais une grosse partie de ce dont il se nourrit, c'est quand même des bactéries et des champignons. Et ça c'est quand même de la viande, au sens strict. C'est-à-dire que c'est des cellules où il y a très peu de structures carbonées quand même, quoi. Même s'il ingère énormément de structures carbonées, mais ce dont il se nourrit vraiment, c'est de la viande. Donc quand tu amènes ce regard-là, c'est un peu différent.
Un autre axe, c'est peut-être aussi que, par exemple, là, historiquement, pour entretenir les fermes, ben, on avait l'animal où c'était pratique d'avoir des animaux pour entretenir. Et donc, du coup, aussi ce côté de revenir à une agriculture plus proche de la nature, avant la mécanisation, avant la chimie, ben, du coup, ça implique l'animal. Alors que finalement, maintenant, on peut faire peut-être autrement, quoi. Oui, puis on l'a même fait. Tu vois, moi j'avais des grands-oncles et des arrière-grands-oncles qui étaient maraîchers. Ils allaient acheter de la feuille en forêt, ils mettaient ça dans les champs. 40 ans après, c'est encore des sols qui sont à 7% de matière organique, malgré qu'ils soient labourés. Tu vois. Bon, ils avaient fabriqué une espèce de terra preta, ça marchait très bien. Et ils le faisaient aussi avec du fumier de cheval, mais c'était surtout de la feuille, et puis bon, ils ne se posaient pas trop la question. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que l'animal a un rôle, mais c'est en aucun cas nécessaire. Et d'ailleurs, dans les écosystèmes naturels, l'animal est surtout présent dans le sol, quoi. Et pas forcément avec les mammifères supérieurs, quoi. Donc, si on reprend l'article 15, qui reparle aussi un peu de l'élevage, c'est question de pollution. Pour éviter toute pollution de l'environnement, en particulier des ressources naturelles telles que le sol et l'eau, la production animale biologique devrait en principe assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles. La pratique de rotation pluriannuelle appropriée et l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de la culture biologique obtenus sur l'exploitation même ou dans des exploitations biologiques voisines. Bon, il manque un verbe d'ailleurs dans cet article, il manque un truc, mais c'est pas grave. Donc là, ça nous dit quoi? C'est que pour éviter toute pollution de l'environnement, du sol, de l'eau, il doit y avoir un lien fort entre la production biologique, animale et végétale et les terres. Mais on ne nous dit pas trop lequel, quoi. C'est extrêmement flou en fait. Et on dit qu'il faudrait que le secret, ça vient de la rotation pluriannuelle. Alors ça, c'est... Et de nourrir les animaux avec des produits bio. Bon. C'est extrêmement flou. Là, franchement, sur le plan agronomique, ça vaut quand même pas cher. L'élément clé là-dedans, c'est cette question de rotation pluriannuelle. Tu vois, on sent que l'outil rotation, il a toujours été vu comme quelque chose d'important parce qu'on a observé des dérives de systèmes en monoculture. Mais ça ne signifie pas que des systèmes en monoculture ne peuvent pas être bien faits, quoi. Sauf que, objectivement, avant les années 90-2000, on a rarement fait des systèmes en monoculture de plantes annuelles qui arrivaient à respecter le cycle de la fertilité. Et donc, on se dit qu'avec une rotation, ça serait mieux. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par rotation pluriannuelle en bio? C'est très souvent, je mets 3 ans de luzerne pour reconstruire biologiquement mon sol, donc en fait faire du sol vivant, et ensuite je le dégrade petit à petit avec des outils de travail du sol. J'essaie de mettre des couverts végétaux annuels pour éviter que ça se dégrade trop vite. Sauf que généralement, au bout de 10 ans, même souvent avant, tu es obligé de revenir à tes 3 ans de luzerne pour reconstruire ton sol, quoi. Et en fait, on se retrouve avec un système où on recrée de la fertilité du sol, on la bousille avec on recrée la fertilité du sol avec des plantes vivaces, luzerne, trèfle, prairie, et on la bousille avec des cultures annuelles. On essaie de ralentir la dégradation du sol avec des couverts végétaux, mais on n'arrive jamais à compenser parce qu'on n'est jamais aussi efficace sur le plan thermodynamique qu'avec des couverts permanents. Et donc on est quand même arrivé à cette observation que plus on faisait des rotations avec de plus en plus de plantes, on arrivait à limiter les dégâts, tu vois. Mais clairement aujourd'hui, je vois aucun système céréalier où on a des niveaux d'activité biologique, de matière organique aussi importants qu'en prairie, quoi. Et d'un autre côté, quand on regarde les prairies, bah une prairie, elle peut être durable pendant 100 ans sans la moindre rotation. On est sur de la biodiversité intraparcellaire, quoi. Et ça, je pense qu'on confond une fois de plus les principes agronomiques et les outils. L'élevage, c'est un outil parce qu'il permet de faire du sol vivant. La rotation pluriannuelle, c'est un outil pour résoudre des problèmes de maladie, pour résoudre pour enrichir un peu en azote le sol, etc. Mais c'est en aucun cas un fondamental. C'est pas nécessaire de faire des rotations pour faire du sol vivant, c'est pas vrai, quoi. La prairie est un très bon exemple. Et on a aujourd'hui des très beaux exemples de monoculture de blé, de monoculture de maïs, où on fait que ça à la chaîne. Et c'est d'ailleurs en vérité des systèmes qu'on essaye de développer fortement, parce que pour réussir à inciter les agriculteurs à faire du sol vivant, si tu lui dis oh bah c'est simple, on va faire une rotation sur 12 ans que tu vas réaliser 4 fois dans ta carrière, et tu vas devoir la maîtriser, enfin je veux dire c'est le truc, il a des gouttes de sueur, et c'est réellement ce qui se passe en bio, les gars. Leur gros délire avant de passer en bio, c'est de se passer des nuits entières et des formations entières à essayer d'imaginer leur super rotation avec du blé, du machin, du truc, du bidule, et puis des légumineuses, etc. Alors qu'en fait, si aux agriculteurs on leur propose un système en monoculture, mais qui s'avère être assez auto-fertile ou qui va dans le bon sens,
dans le sens où c'est quand même difficile quand même aujourd'hui de faire de la monoculture de blé, même dans des trèfles blancs, et d'avoir un système de fertilité aussi élevé que la prairie. On s'en approche, hein, clairement, mais de toute façon, on s'en approchera toujours tendanciellement, sauf si on rajoute de l'eau. Ça, c'est quand même l'intrant qui peut permettre d'énormément améliorer la production de biomasse des systèmes. Et donc, qu'est-ce que je disais, c'est quand même ces systèmes en monoculture qu'on essaye de développer, parce que quand on les propose aux agriculteurs, c'est un peu plus simple pour eux quand même, quoi. C'est une bonne entrée en matière pour le sol vivant. Et puis ça ne change pas grand-chose de leur pratique en fait. De toute façon. Sauf que ça va de leur système de vente notamment. Par contre, ce qui va complètement changer, c'est qu'ils vont changer de monde et vont passer des sols complètement destroy au sol vivant. Et donc cette question de la rotation pluriannuelle, nous on l'a vu avec des monocultures de courge qu'on dirait 10 ans, même sans intrants, mais sans travail du sol, et donc on a réussi à les faire. On confond l'outil qui sert à résoudre plein de problèmes, qui est un outil économique. Une année je fais telle culture parce qu'il ne faut pas miser, tu as des bonnes années à blé et des meilleures années à colza, et donc il ne faut pas faire que du blé tout le temps parce que c'est un peu casse-gueule. Mais néanmoins pour un agriculteur c'est quand même plus simple quand tu lui proposes une monoculture qui maîtrise et qui peut servir de tête de rotation partout dans ses systèmes pour faire une transition au sol vivant, quoi. Tu as aussi une organisation du travail. Si tu as 150 hectares et que tu fais tout en blé, il faut tout semer à la même époque, il faut tout récolter au même moment, et il faut faire toutes les interventions culturelles au même moment. Donc en termes de temps de travail, ça passe pas, quoi. Tu peux pas te partager les outils avec tes collègues, etc., quoi. Donc c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, j'entends encore beaucoup dire ça dans le monde de l'agriculture de conservation. C'est la rotation qui est le pilier de l'agriculture de conservation. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. Ce qui est le pilier, c'est la production de biomasse. C'est la nourriture des vers de terre et c'est l'intensité du cycle. Ça, c'est un pilier. Et on n'est pas obligé de faire des rotations pour y arriver. C'est pas vrai. Bien que ça soit un excellent outil de se dire tiens, je fais 2 années de blé et puis 2 années de culture de printemps, 2 années de culture d'automne, parce que je brise le cycle des mauvaises herbes et ça me permet d'énormément réduire le désherbant, quoi. C'est une rotation intéressante. On revient encore sur le système de la rotation après ou on se le fait en entier là? Écoute, oui, on va y revenir après. Mais de toute façon, on a déjà dit beaucoup de choses, non? Non, parce que moi j'ai l'impression que la rotation c'est un peu, j'ai pas lu le cahier mais j'ai l'impression que c'est posé un peu comme un sacro-saint principe, la rotation en bio, et là je vois, on a fait des salades, et ça va bien. Là c'est 4e année qu'on met les poivrons au même endroit, on n'a aucun problème de fertilité, on n'a aucun problème de maladie, pareil sur les courges, et en plus, et après j'ai l'impression que des fois j'ai l'impression qu'historiquement, on a interdit la rotation en bio, en tous les cas, sur certaines, obliger la rotation en bio sur des solanacées comme la tomate pour éviter l'accumulation de cuivre sur les cultures, alors que là, nous, on ne traite plus avec du cuivre, on est plutôt avec des huiles essentielles, et donc, je comprends pas cette obligation, et d'un autre côté, après, je peux me poser la question, cette obligation, un petit peu de dire comment on fait pour faire tourner le vignoble, quoi, en bio, tu vois, c'est des débats qu'on a eu avec la question de la rotation. Effectivement, moi, tu vois, j'avais voulu faire des essais de monoculture de patates. Je faisais patate soupaille, couvert végétal, patate soupaille, couvert végétal. J'avais demandé à mon contrôleur de me laisser faire ça pendant 10 ans pour voir où ça nous menait. Parce que c'était un bon exercice agronomique. Ah là, donc il a posé la question en haut lieu, je ne sais pas quel organisme, sans doute à l'agence bio. On a reçu une réponse enflammée disant que c'était un scandale, vous vous rendez pas compte, la pomme de terre, cette culture aussi destructrice des sols. Mais non, si je fais de la pomme de terre sous paille et que je rajoute ça de paille et que je fais un couvert végétal après, je gagne 0,2 points de matière organique tous les ans, tu vois. Et donc non, je ne vais pas détruire les sols, au contraire, je vais énormément l'activer. D'ailleurs, on a fait ça 3 ans. Le label bio n'a pas voulu nous donner une dérogation, sauf qu'au bout de 3 ans où on avait fait ça... Ça doit être l'INAO peut-être. Oui, c'est l'INAO sans doute qu'ils avaient demandé à l'INAO. Sauf qu'au bout de 3 ans de patate soupaille couvert, on avait bien fait les choses, pas trop travaillé le sol et tout, on avait tellement de vers de terre qui étaient revenus qu'on a fait une transition en sol vivant comme ça, sans faire d'intrants massifs et rien du tout. C'est la première fois que je me suis rendu compte que on pouvait malgré tout avoir des stratégies de sol vivant avec des taux de matière organique assez bas, il y avait un curseur à poser, mais c'était possible de faire des trucs, quoi. Donc ça n'a aucun sens. Et effectivement, là je bosse pour des producteurs, on est sur de la monoculture de tomates, de concombres, de trucs comme ça. Il n'y a aucun problème. C'est un principe qui en fait complexifie le système
et qui oublie totalement que ce qui est important, entre autres, ce qui est en tout cas assez nécessaire pour avoir un bon cycle de fertilité, c'est la production de biomasse, du retour au sol, la production de biomasse, du retour au sol. Et tu peux faire des rotations aussi compliquées que tu veux, si tu n'as pas un bilan émique positif, à la fin tu vas dans le mur, et c'est ce qui se passe. Voilà. Il parle beaucoup des légumineuses dans le cahier des charges, parce que la légumineuse ça ramène de l'azote qui n'est pas de l'azote de synthèse. C'est dommage parce que la légumineuse, c'est pas une plante très productrice de biomasse en moyenne, quoi. Et donc notamment dans les têtes de rotation, on va te mettre des légumineuses comme des luzernes et on va te dire il faut faire des couverts de trèfle, des choses comme ça. Ouais, mais ça produit très peu de biomasse en fait. En termes de bilan humique, c'est pas fou quoi, les légumineuses. Mais ça ramène de l'azote, donc on est content parce qu'on a réussi à avoir 500 unités d'azote qui traînaient dans le sol. Ça a permis de faire un blé avec 10 quintaux de plus que d'habitude parce qu'on avait fait un couvert de trèfle avant et donc on a l'impression que c'est super agronomique. Alors toi, tu dis qu'en fait, on pourrait avoir 600 unités si on avait juste des vers de terre et qu'on donnait de la paille, quoi. C'est tout le travail qu'on a fait avec Conrad, c'est de dire que ces histoires de légumineuses, les légumineuses, c'est des plantes pionnières. Effectivement, tu as un sol complètement dégradé, tu veux redémarrer ton système, bah, mets de la graminée, mets de la légumineuse. La légumineuse, elle va accélérer énormément le processus de reconstruction des sols en amenant de l'azote, elle va faire très bien le boulot. Comme elle est autonome en azote, elle va faire beaucoup de photosynthèse, de la biomasse, amener de l'azote. Mais à un moment donné, dans la construction du système, c'est les plantes non légumineuses qui prennent le dessus et elles fixent leur azote en fait par la litière, quoi. Et parce qu'elles ramènent plein de carbone dans le système et tu as plein de bactéries fixatrices d'azote qui font pousser les plantes, quoi. Donc ça c'est un truc, on a débobiné ça avec Conrad à partir des années 2010, ouais, ça nous a pris 3-4 ans à mettre des stagiaires à éplucher la biblio, à comprendre le schmilblick, quoi. Mais si j'ai beaucoup d'énergie chimique carbonée qui reviennent au sol, j'aurai de l'azote, il n'y a pas de souci. On est en train de finir de démontrer ça dans des systèmes où on nourrit le sol avec vraiment que de la paille, qui est un C sur N200, et là il n'y a que du carbone, du carbone, du carbone, et on a l'impression que ça marche très bien à ce stade, quoi. Une des principales objections qu'on a fait à la bio pendant des années, c'est peut-être encore le cas, c'est de dire finalement on ne pourra pas nourrir la planète avec la bio parce qu'il n'y a pas les rendements, etc. Et c'est un peu bizarre parce que d'un côté on voit effectivement une agriculture bio qui n'est pas performante d'un point de vue agronomique et où les rendements ne sont pas trop là. Et puis si on voit ce qui se fait en permaculture ou même maintenant avec le réseau MSV, on voit que les rendements ils sont là et on est tout à fait à la hauteur de la production qui serait nécessaire pour nourrir tout le monde. C'est ça, ouais. Bah oui, c'est effectivement aujourd'hui un enjeu majeur de reposer ce débat-là, de la productivité. Tu fais bien de le souligner parce que ça a vraiment deux dimensions. C'est aussi vis-à-vis de la société, faire comprendre qu'il y a d'autres modèles que le modèle NPK qui peuvent produire beaucoup. Mais ça oblige aussi à remettre sur le tapis la question de comment la bio s'inscrit dans le cycle de la fertilité et quelle est sa cohérence agronomique. Si on regarde la production de biomasse d'une prairie, la production de biomasse d'une forêt, on est très souvent largement au-dessus de ce qui se fait dans les systèmes bio-céréaliers classiquement. Alors les systèmes maraîchers c'est un peu différent puisque c'est des plantes d'été qu'on arrose. La forêt, la prairie ne pousse pas beaucoup l'été parce que souvent ça manque un peu d'eau dans la majorité des contextes, à l'exception de la Bretagne par exemple, où c'est pas pour rien que c'est une région légumière, hein, c'est que c'est tout le temps chaud, en tout cas climat doux et humide, donc là tu peux produire énormément l'été, et c'est pas pour rien non plus que les prairies en Bretagne sont extrêmement poussantes, c'est parce qu'il y a de l'eau l'été, en tout cas c'est humide. Mais on voit que globalement les écosystèmes naturels sont plus productifs que les systèmes céréaliers ou tous les systèmes de production sans irrigation. Et donc ça nous montre clairement que les écosystèmes naturels ont mis en place tout un tas de mécanismes écologiques pour produire beaucoup, produire à un certain seuil et optimiser l'usage des deux principaux paramètres des écosystèmes, c'est l'eau et le soleil. Et donc quand on regarde ça, on voit quoi aujourd'hui? Si on essaye de comparer très globalement des systèmes qui en fait n'ont pas grand chose à voir, mais si on prend un système céréalier bio, un système céréalier conventionnel, on se rend compte que même dans un système céréalier conventionnel avec beaucoup d'engrais, moult travail du sol et tout, on est très en deçà de la production de biomasse d'un écosystème naturel type prairie, quoi. Donc ça prouve bien qu'on gaspille du soleil, qu'on gaspille des systèmes écologiques. Et malheureusement aujourd'hui, les systèmes bio basés sur le travail du sol et le refus de tous les intrants chimiques, on est sur une production de biomasse encore inférieure au système conventionnel.
Donc on va avoir en gros le céréalier bio à 45 quintaux, le céréalier conventionnel à 100 quintaux. Par exemple, un système céréalier conventionnel, tu es à... bon, si tu fais tes 100 quintaux de blé, ça te fait 10 tonnes de biomasse, tu rajoutes 5 tonnes de paille, 4 tonnes de racines. Allez, en gros, tu es à 20 tonnes de production de matière sèche par hectare et par an. Sachant qu'un écosystème naturel va plutôt naviguer dans les 30-40, tu vois, quasiment le double. Alors ça, une fois de plus, ça dépend vachement si tu es dans un milieu humide ou sec, enfin ça dépend comment ça se passe. Bon. Évidemment, plus tu es humide et chaud, plus ça pousse. Mais on voit bien qu'il y a ce gradient-là. Et donc, bah, évidemment, ça fait dire à tout le monde, vous n'arriverez jamais à nourrir la planète avec un système en agriculture bio. Sauf que ce dont on parle, c'est des systèmes en agriculture bio où on travaille beaucoup les sols et où on n'a jamais remis en route sérieusement le cycle de la fertilité. Et c'est là qu'est arrivée cette notion de ration du sol. Si je veux un sol capable de faire pousser ces 20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an, de forte production de biomasse, je dois avoir, en théorie, la même quantité de biomasse qui retombe au sol pour nourrir le sol. C'est comme ça que fonctionne le système. Je produis de la biomasse retombe au sol, elle nourrit le sol, ça crée des services écologiques dans le sol et ça permet de faire pousser les sols. Or, comme on est sur des systèmes où on travaille le sol, on les dégrade, et en plus, en bio, à la fin, on ne cherche même pas à avoir les rendements. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une logique où on finit par dire, comme j'ai des sols un peu dégradés, j'ai pas d'intrants chimiques pour faire pousser mes plantes, on finit par dire c'est normal de faire que 40 quintaux. Comme si on faisait plus, ça voulait dire qu'on trichait ou que... Oui, comme si on trichait avec des outils technologiques. Et en fait, non, on ne triche pas, c'est juste qu'on a un système très dégradé. Si on regarde les systèmes naturels, ils sont naturellement beaucoup plus productifs en biomasse. Et donc, si on reprend les éléments du cahier des charges bio qui nous disent clairement que dans l'esprit de la bio, il faudrait copier plus ou moins... ils ne disent pas copier le modèle de la nature, mais ils disent qu'il faut nourrir les plantes en créant un cycle de la fertilité sur les fermes. Si on prend ce cycle de la fertilité et qu'on regarde ce qui se passe dans les écosystèmes naturels, on produit beaucoup plus de biomasse qu'en bio. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'y arrive pas dans le cadre du cahier des charges bio qu'on n'y arrivera jamais. Où on n'y arrivait pas. Déjà, on voit qu'il y a certaines expériences là où, oui. Même ici, je vois... On y arrive. Alors avec le légume, c'est très ambigu, parce que de toute façon, il y a un tran. Il y a un tran de matière organique parce que le légume ne produit pas de biomasse. Hein, pour le réexpliquer clairement, si on prend une salade, on la coupe au moment où elle a sa taille de salade. Si on la laissait monter en graines et faire sa paille et finir son cycle, on obtiendrait un buisson très important avec une grosse production de biomasse à l'hectare. Et donc de toute façon, comme quasi tous les légumes, on les empêche de faire leur biomasse, c'est sûr et certain qu'on nourrira jamais un sol avec 3 racines de poireaux et 4 racines de radis noirs. Ça ne marchera pas. On empêche la plante légume de se développer et de finir son cycle. Si on regarde un petit peu le cahier des charges bio, en fait, déjà, on pourrait peut-être essayer d'éclaircir la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait qu'est-ce que c'est un produit bio. Un produit bio, c'est quoi? C'est un produit qui respecte le cahier des charges AB? C'est ça. En fait... beaucoup de gens se font une image en fait assez juste et assez fausse du cahier des charges, dans la tête de beaucoup de gens, la bio c'est bien l'idée qu'on va essayer de faire pousser tout seul les plantes selon des processus biologiques. Et c'est bien dans les grandes lignes ce qu'a essayé d'expliquer le cahier des charges bio. Le problème c'est que dans le réel, ça ressemble plus à ça. Oui, parce que quand tu vas chez certains collègues, t'as pas l'impression d'être dans un milieu idyllique de nature avec du sol vivant, non, et les vers de terre n'ont pas trop leur place, on est bien d'accord. Mais donc il y avait bien ces préambules au cahier des charges qu'on va regarder. Et puis il y a la réalité. Donc, c'était quoi ta question? C'était... c'est quoi qu'est-ce qu'un produit bio, quoi? Donc qu'est-ce qu'un produit bio? Mais donc in fine, il y a l'idée que s'en font les gens, il y a l'idée qu'on a voulu mettre dans le cahier des charges initialement, et il y a la manière dont on a réussi à l'appliquer avec les moyens du moment, les moyens sociaux qu'on a, les outils sociaux. Et donc les outils sociaux autour du cahier des charges, ça a été quoi? Ça a été, on va faire un règlement. Mais le problème c'est qu'un règlement, ça sert à quoi? Ça sert à interdire. Par exemple, tu n'as aucune obligation dans la bio de formation. On ne te dit pas, un agriculteur biologique doit tout savoir de l'écologie du ver de terre, doit tout savoir de la mycorhize, doit tout savoir du bilan humique, absolument pas. Ouais, mais il pourrait peut-être te dire, tu dois aussi avoir l'obligation de faire 2 formations par an à l'ITAB, et ça aiderait peut-être pas forcément. Allez, mais je pense que si, que ça aiderait.
Je pense que si, même si aujourd'hui les instituts bio ont quand même un train de retard sur la question du sol vivant, je pense que s'il y avait vraiment une obligation positive de formation d'aller de l'avant, ça aurait quand même changé complètement la dynamique du réseau. Et c'est ça qu'on aimerait mettre en avant. Même si les gens se forment dans le cadre de la bio, hein, il n'y a pas tous les groupements régionaux en bio proposent des séries de formations, etc. Mais tu n'as pas d'obligation là-dessus. Dans le cahier des charges, on te suggère fortement d'utiliser les mécanismes biologiques du sol pour nourrir les plantes, mais en fait, il y a peu ou pas de formation là-dessus. Alors, tu as eu par exemple Hérodi qui a proposé sa vision agricole pendant des décennies au sein du réseau bio. Bon, mais pareil, Hérodi, il n'y avait pas le ver de terre dedans, quoi. Il manquait quand même énormément de choses. Il a fini par dire des choses assez fausses, à mon sens, sur l'utilisation des branches broyées et est assez bloquant. Enfin, ça a bloqué beaucoup de choses. Et donc on a fait un règlement qui suggère des choses qui vont plutôt dans un sens agronomique, mais qui sont non contraignantes. On te dit il faut aller dans le sens de la biodiversité, il faut aller dans le sens de la réduction de l'érosion des sols. Mais c'est non contraignant, c'est non mesuré, il n'y a pas d'indicateur pour le mesurer, donc c'est que des déclarations de bonnes intentions. Et le seul truc qui est contraignant, c'est l'interdiction de la chimie, où en gros on dit tout est interdit sauf une certaine liste de produits. Voilà. C'est comme ça que c'est construit le label. Et remarque, ça devient plus simple pour simplifier le débat. Il fallait trouver quelque chose de simple. Il y a la chimie, c'est pas bon, mais on va faire quelque chose de bien, la bio, où il n'y a pas de chimie. C'est ça. Sauf qu'on va le voir, c'est qu'au final, le label bio, ça s'est transformé en... Les produits phyto, c'est mauvais, c'est le problème de l'agriculture. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est passé d'une question assez complexe de il faut favoriser les services écosystémiques à le problème de l'agriculture, c'est la chimie, il faut interdire la chimie. C'est quand même ça que le débat public a basculé. Jusqu'à aujourd'hui, glyphosate versus charrue, en gros. Le débat, il est en train de se cristalliser extrêmement violemment autour de t'es un salaud, tu utilises du glyphosate, oui, mais toi, t'es un incapable, tu utilises une charrue, tu bousilles tout, quoi. C'est bien aujourd'hui le grand débat du monde agricole. Le grand débat, mais la majorité des gens utilisent encore la charrue et le glypho. Dans les faits, oui. Donc là, c'est le débat avant-gardiste. C'est le débat avant-gardiste, mais c'est quand même vers ça que ça va se passer. Aujourd'hui, t'as pas un gros groupe agroalimentaire qui n'a pas ses agronomes qui travaillent sur ce sujet-là et qui sait qu'il va falloir qu'ils se dépatouillent dans ce débat-là. Moi, je rencontre beaucoup de gens de la grande distribution, des groupes agroalimentaires. Ils ont bien compris qu'il allait falloir qu'ils fassent un choix entre ces deux voies-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que la voie que nous on choisit, elle les intéresse beaucoup. C'est de dire, attendez, la priorité c'est les services écologiques du sol, c'est la biologie du sol, c'est le cycle de la fertilité. Et oui, la chimie pose des problèmes, mais en fait pas tant que ça, quoi. Mon sentiment, il est clairement que on a fait d'énormes abus, et on en fait encore pas mal dans certaines régions sur la chimie, mais c'est quand même des choses qui changent énormément, et au sein des conventionnels eux-mêmes. Les produits, à une époque, ils ne valaient pas du tout ce qu'ils valent aujourd'hui non plus, quoi. Les prix sont plus les mêmes. Ça fait qu'à une époque, on utilisait des produits à tire-larigot sans se poser de questions. Aujourd'hui, les prix augmentent. On se rend compte de la toxicité des produits, donc à très haute dose. Donc les agriculteurs eux-mêmes, les salariés agricoles, se méfient de ça, se protègent, etc. Et puis, beaucoup d'agriculteurs aiment bien comprendre ce qu'ils font quand même aujourd'hui, quoi. Donc on a quand même aujourd'hui une très forte évolution de la réflexion là-dessus, mais malheureusement, l'utilisation des produits phyto ne diminue pas. Et pourtant, sur le terrain, on voit des agriculteurs qui réfléchissent de plus en plus à l'utilisation des produits, à mieux doser, mieux régler les dosages. Même les consommations d'engrais, moi j'ai vu des tables, ça fait que augmenter, alors que... Et donc c'est très paradoxal parce que je vois vraiment sur le terrain une meilleure compréhension des enjeux et une augmentation d'utilisation des produits. Et comment ça s'explique ça ? Ça s'explique tout simplement parce qu'on a une dégradation des services écosystémiques. C'est que quand tes sols ils sont pourris, il va falloir compenser avec de la chimie. Il faut compenser avec de la chimie. Mon grand-père mettait 50 unités d'azote et il gagnait 40 quintaux. Aujourd'hui, pour gagner les 40 quintaux, t'en mets 180. Quoi. Parce que mon grand-père, il avait des sols à 5% de matière organique et aujourd'hui, on est à 1,5. Tout simplement. Et donc, qui dit sol à 1,5 dit maladie, dit moins de résilience au stress hydrique, etc., etc. Et donc, on continue de rajouter de la chimie. Donc ça, c'est un peu le grand échec du plan éco-phyto, où on a dépensé 1,5 milliard là, en quelques années
pour animer des groupes, capter des données sur ce qui se passait sur toutes les pratiques agricoles et compagnie. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais exact, mais les ordres de grandeur, c'est que les fermes qui étaient dans les projets éco-phyto, ils ont baissé de 10-15% leur consommation de phyto, et puis le reste du territoire a augmenté de 15-20%. Et donc c'est un grand échec. Et une fois de plus, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis l'essentiel au milieu de la table, on n'a pas mis l'essentiel du sujet au cœur de la table, qui est qu'on doit respecter le cycle de la thermodynamique de la fertilité. Et donc c'est du coup en fait une agriculture qui fonctionne avec du carbone, et au lieu de fonctionner avec du carbone vert, et ben là on fonctionne avec du carbone fossile, avec du procédé Haber-Bosch et de l'ammonitrate. C'est ça. Parce qu'in fine, tous les outils qu'on met dans les systèmes, in fine, servent à un moment donné à compenser une déficience de service écosystémique. Alors ça peut être des fois parce qu'on a mal sélectionné la génétique ou quoi, mais on le voit dans les systèmes en semi-direct sous couvert très avancés, où on a réussi à remonter le taux de matière organique, on a beaucoup de vers de terre, etc. Les gars nous le disent tous. Dans les systèmes aboutis, tiens, il y a, comment il s'appelle mince, j'ai oublié son nom, là, qui nous a fait une conférence à Montpellier là-dessus, Jean-Pierre Sartou, qui travaille beaucoup sur cette question de biodiversité dans les systèmes en agriculture de conservation. Et il nous dit que quand les systèmes en agriculture de conservation sont aboutis, c'est-à-dire quoi, qu'ils ont un cycle de production de biomasse et un cycle du recyclage de la biomasse qui est intense, et on parle bien d'intensité, on peut rajouter un peu de chimie dedans ou pas, au final le cycle fonctionne, la chimie elle est réintégrée dans le système, elle est retransformée raisonnablement évidemment, et c'est quand même des systèmes où on trouve énormément de biodiversité, à des niveaux qui sont quasi identiques à ce qu'on va trouver dans un système naturel. Et dans ces systèmes-là, j'ai eu l'impression que finalement, les gars, ils utilisent plus d'insecticides, plus de fongicides. C'est pas tout à fait vrai, de moins en moins. Et quand on y travaille, c'est-à-dire on a des gars qui ont des systèmes très aboutis en semi-direct. Le colza, par exemple, c'est encore une plante un peu fragile où il y a besoin de pas mal d'insecticides et fongicides. Quand on y travaille sérieusement, on arrive à les supprimer. Alors le truc, c'est est-ce qu'on arrive à les supprimer tous les ans? Pas forcément. Une année bien déconnante, avec trop d'eau, trop de sec au mauvais moment, on sort un petit insecticide, un petit fongicide, mais on arrive à faire 3, 4, 5 ans en virant ces produits-là. Mais on les a encore sous le coude pour l'année où ça déconne. En fait, c'est quand même, là une fois de plus, cette notion de boîte à outils, c'est que l'agriculteur qui se dit « je vais essayer de me passer des fongides, des insecticides », il va prendre le risque de mettre en place des essais, etc. Parce qu'il sait que si ces essais ratent, il peut quand même sortir le produit. Et ça lui permet d'avancer rapidement, parce qu'il fait un essai, 2 essais, 3 essais, il trouve des solutions, il réfléchit à des choses. Mais si, de facto, tu lui dis « allez, on te supprime le produit, comme ça va t'obliger à trouver des solutions », en fait, ça marche très mal. Et c'est ce qu'on a eu pendant tout le débat au Sénat là, sur le glyphosate. J'étais assez surpris d'ailleurs des gens qui ont dit ça, qui disaient il faut supprimer le glyphosate pour obliger les agriculteurs à changer de pratique. Mais qui t'a dit qu'ils vont les remplacer par des pratiques plus vertueuses? C'est le problème. Et donc, parce qu'on le sait ce qui va se passer, hein, si demain on supprime le glyphosate, déjà on utilisera d'autres désherbants qui seront peut-être moins sympas, parce que quoi qu'on en dise, le glyphosate ça reste une molécule assez simple qui se dégrade assez facilement. Et puis surtout, ça va motiver tout le monde à faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à outils pour désherber? C'est les outils de travail du sol ou la chimie. Pour les céréales, alors pour le maraîchage, on a le bâchage, on a les mains, on a tout ça. Bon, et donc voilà, viser à produire des produits de haute qualité, ça clairement aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur de résultat, etc. Alors l'ITAB nous sort des études, l'agence bio nous retrouve des études en disant qu'il y a un peu plus d'antioxydants, de ceci, de cela. Mais là, une fois de plus, c'est qu'on n'a pas des... C'est pas ce qu'on mesure. On mesure des choses, mais on n'a pas d'objectif final. On n'a pas de critères. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un légume naturellement vraiment bon pour l'homme? Il n'y a pas un référentiel. Quel est le référentiel? Qui l'a défini? Où est-ce qu'on est vraiment dedans? Et surtout, c'est que les contraintes imposées et non pas suggérées par le cahier des charges ne sont pas nécessaires et suffisantes, en tout cas pas suffisantes, pour obtenir vraiment des bons légumes. On peut trouver des légumes bio absolument dégueulasses qui ne soient que de l'eau, c'est très facile à faire. Je te prends de la fiente de poule, je te mouline ça dans le sol, je mets des salades, j'arrose ça comme un cochon et je vais te faire une salade insipide. Aucun problème, ça je sais le faire. Tu vois. Donc quand on dit qu'on vise à produire des produits de qualité, oui, c'est une fois de plus une intention, mais on sent bien qu'il a manqué tout l'arsenal de mesures, de formation et de travail, de recherche,
qui auraient été nécessaires pour y arriver réellement à réaliser cet objectif, quoi. Et puis, comme on disait précédemment, il n'y a pas une homogénéité dans les pratiques des bio. Non. Puisque finalement, vu que c'est que des indications, chacun après les met en fonction de sa sensibilité, de ses priorités. C'est ça, parce qu'on n'a pas mis d'indicateur de résultat, quoi. Et donc ça, c'est quand même un problème. Donc ça a permis toutes les dérives en termes de destruction des sols, je fais des salades qui ne sont pas bonnes, qui ne se gardent pas, puisqu'il n'y a jamais eu d'indicateur. Donc ensuite, on retourne à la... Donc je passe un peu là, sur ce titre 2, objectifs et principes de la production biologique, pour ensuite aller jusqu'à l'article 4 du titre 2, qui lui propose des principes généraux. C'est là que je dis que donc on a des principes généraux qui redisent la même chose. La production biologique est fondée sur les principes suivants: concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles qui sont internes au système selon des méthodes qui, utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécanique. Mais c'est marrant parce que quand même au début on voit quand même cette intention d'avoir des visions assez holistiques, des visions de système, et ça c'est peut-être l'esprit de la bio là qu'on a. Mais après... Après tu sais plus trop où ça va. Bon là ça part un peu en vrille. Donc on veut utiliser des organismes vivants et des méthodes de production mécanique. Ça fait partie des gros problèmes. C'est-à-dire que là on commence à avoir inscrit dans le marbre la différence entre la mécanique et la chimie. Le problème, c'est que si le sol c'est vivant, ça ne va pas aimer du tout la mécanique. Parce que aujourd'hui tous les outils de travail du sol sont des broyeurs à biologie du sol, c'est des broyeurs à vers de terre, c'est des broyeurs à champ mycorhizien, c'est des oxydeurs de complexage ohmique. Et donc, quand on commence à parler de méthodes de production mécanique, et que c'est vraiment inscrit un peu trop dans le marbre du cahier des charges, c'est quand même parce que c'est écrit là qu'à un moment donné on a vraiment une grosse difficulté de la bio à se séparer de la machine et de la mécanisation et notamment du travail du sol, puisqu'ils en ont quand même fait le pilier de leur pratique. C'est marqué production mécanique, alors que pendant pas mal d'années l'agriculture conventionnelle, son pilier c'était la chimie. C'était de dire tout est chimie, on va utiliser correctement la chimie pour activer les systèmes et on va supprimer la mécanique. Et là, vous voyez, on retombe bien dans la question de je travaille mes sols, je crée du Dust Bowl ou j'utilise de la chimie pour mieux respecter les cycles écologiques. Et c'est aussi parce que l'intrant chimique a refusé de prendre en considération réellement en fait le cycle de la fertilité, qu'il y a eu un braquage et qu'il y a eu une scission dans le monde agricole. Et c'est là qu'on a démarré la guerre. Et donc s'ils ont commencé à marquer en gros utilise des organismes vivants et des méthodes de production mécanique, c'était bien pour dire on n'utilise pas de la chimie. Et on est en guerre contre la chimie. Bon. Et on oublie que la mécanique, ça peut faire mal. Et on oublie que la mécanique... Parce qu'on le savait. Oui. Fukuoka, il a écrit très clairement, et c'est pas le seul. Hein. Oui, mais en France, on n'a pas subi de catastrophe écologique due à la mécanisation. Mais il y a quand même des pertes d'érosion hydrique de l'ordre de dizaines de tonnes de terre à l'hectare par an. Flagrant qu'en Australie, qu'en Amérique du Nord, qu'au Brésil. Et donc en France, le discours, et c'est toujours le discours que j'entends, un bon labour, c'est un labour bien profond, parce que ça retente bien, ça décompacte bien. Les rivières, elles sont pas transparentes quand même. Dans beaucoup de zones où c'est plat, ça va. Par contre, c'est vrai que là, dans tes coteaux, mets un bon coup de charrue, un bon labour, tu auras une belle rivière marron. Et c'est aussi simple que ça. Mais donc, il y a beaucoup de contextes pédoclimatiques en France où effectivement, ça fait 60 ans qu'on labore sérieusement, on a perdu la matière organique, mais on n'a pas eu une érosion folle, parce que la matière minérale s'y prête, quoi. Mais il y a clairement aussi beaucoup de zones où on a clairement arrêté la mécanisation du travail du sol, parce qu'on savait que de toute façon, on allait dans le mur, quoi. Il y a Conrad qui a dit un truc assez juste et assez intéressant, c'est que toutes les stations expérimentales étaient mises sur des endroits où il y avait des argilo-calcaires très résistants au travail du sol, et c'est ce qui a produit toutes les données sur lesquelles se base l'INRA et qu'on étudie, et du coup ça c'est un biais quand même qu'il faut mettre en lumière, parce que c'est pas... C'est un biais très important, parce que les modèles qui ont été développés là sont absolument pas adaptés à l'élevage de montagne ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on a quand même vu, en l'espace de 100 ans, une paupérisation de l'agriculture des zones de montagne qui s'est transformée juste en élevage bio tout terme, en gros, pour faire simple, et quelques gars qui font encore un peu du maïs à droite à gauche. On y a mis de la vigne. C'est quand même l'histoire de beaucoup de vignobles, hein. C'est qu'on y avait fait de la céréale, des plantes annuelles, et à force de ravages et de
d'érosion par le travail du sol. C'est toute l'histoire du Gers notamment. En fait, là où c'était trop ravagé, on a mis de la forêt. Et après, on a mis de la vigne parce qu'il n'y a plus que ça qui poussait en vérité, quoi. Faut quand même le savoir. Alors que c'était des zones extrêmement fertiles. Et tous nos super fameux coteaux avec des AOC improbables, elles ont assez souvent quand même un passé de sol fertile qui a été ravagé par de l'attraction animale dans des coteaux pour faire pousser des plantes annuelles. Et à la fin, on a mis de la vigne parce qu'il n'y a plus que ça qui poussait quand on était arrivé au caillou, quoi. Et là encore, toutes ces zones de coteaux, c'est bel et bien du territoire délesté sur lequel on n'a jamais fait, enfin délaissé, pas délesté, c'est des territoires délaissés sur lesquels on a fait peu d'expérience, d'expérimentation, mis peu d'organismes de recherche, parce qu'on savait bien que de toute façon on n'allait pas avoir des productivités incroyables, et puis ça faisait pas partie des plans quinquennaux. Les plans quinquennaux, c'était nourrir Paris avec le blé de la Beauce et des patates de la Beauce, c'était ça. Franchement, ce que les Auvergnats faisaient avec leurs vaches, ça intéressait pas grand monde. Donc voilà, il y a cette question de la production mécanique. Bon, après, il y a d'autres points qui sont un peu moins agronomiques. Il y a la question des intrants extérieurs. On voit que dans le cahier des charges, on essaye de dire c'est pas une bonne idée d'aller chercher des trucs à péta ou schnock, etc., sans forcément refuser tout type d'intrants. Un refus des engrais minéraux faiblement solubles. Bon, ça... non, utiliser des engrais minéraux faiblement solubles plutôt. Utiliser plutôt des substances naturelles, substances dérivées de substances naturelles, etc. Et là, par exemple, quand tu dis limiter les intrants, effectivement, ça c'est une envie, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, les sols, s'ils sont travaillés, on baisse la fertilité, on baisse la matière organique, et du coup, on va toujours être obligé d'en mettre plus pour maintenir les rendements. Et au final, les pratiques vont à l'encontre de l'esprit, quoi. Donc là, on a remis un petit peu des outils dans la boîte à outils. On est en train d'éclaircir la question agronomique pour pas faire n'importe quoi. Et maintenant, les leviers, une fois qu'on a... Parce que ça, c'était le travail en amont nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas activer des leviers politiques sur, comme la PAC et des subventions pour justement aller dans ce sens-là et plus subventionner un truc qui va créer plus d'entropie, détruire les systèmes, etc. Parce que c'est quand même, moi j'ai été surpris de voir que dans l'allocation des subventions et des aides, c'était plus je mettais en place des systèmes qui dépendaient d'intrants, plus j'allais toucher de la subvention. Et là, je comprends la logique parce que dans une économie de marché qui veut faire du PIB et qui veut faire de la croissance, plus on consomme, plus on met l'intrant, plus on fait de la croissance, mais ça va quand même vraiment à l'encontre de l'agronomie, de la résilience des systèmes et surtout de la durabilité des systèmes, quoi. Et oui, effectivement, un système qui pousse tout seul, c'est un système où il n'y a pas beaucoup d'intrants. À part l'eau qui me semble un intrant important. Mais est-ce qu'on peut aller aujourd'hui motiver les politiques? C'est une question d'échelle. Ça a été essayé avec la PAD, ça a été essayé avec l'IAD, avec le Cluster West, avec ce qu'on essaye aujourd'hui pour une agriculture du vivant. Je crois que le boulot sur la chaîne YouTube, les chaînes YouTube marchent bien, parce que tout le monde a la même chaîne YouTube. En fait, tout le problème, c'est que la thématique du SMI direct, du sol vivant, c'est resté pendant très longtemps une thématique agricolo-agricole, de spécialistes de l'agronomie, du ver de terre et du truc. Enfin, c'était un peu une curiosité du monde agricole. Donc il faut diffuser l'information. Moi je crois que ça se fera tout seul en fait quand on aura atteint le stade critique de gens qui sont en réflexion vers cette logique du sol vivant. Il n'y aura même pas besoin d'aller les voir, les politiques, de toute façon ils surfent toujours sur la dernière vague à la mode et donc ils iront dessus, quoi, tu vois. Et donc des fois on me dit « Ah, t'as pas peur de te faire récupérer ?» Et je dis « C'est pas que j'ai pas peur de me faire récupérer, c'est que j'aimerais bien me faire récupérer. » Effectivement. Et je pense que ça se fera par une récupération politique opportune, le moment venu, mais parce qu'en amont on aura déjà fait le boulot, quoi. Donc la lame de fond... Oui, elle sera partie, le coup sera parti, tu pourras plus arrêter la chose, et je pense qu'on n'en est pas très loin. Tu vois, moi j'ai toujours dit, quand on aura fait 100 millions d'heures de formation sur la chaîne YouTube, enfin 100 millions de vues, allez, sur la chaîne YouTube de Vers de Terre Production, on aura réalisé un volume de formation et d'acculturation qui sera significatif et qui fera basculer les choses. Bon, aujourd'hui on est presque à 4 millions de vues, on a fait ça en 2 ans et demi, laisse-nous bosser encore 5-10 ans, et puis là on aura atteint le chiffre, quoi. Bon, mais aujourd'hui on n'est pas tout seul, il y a la vôtre de chaîne YouTube, on n'est pas les seuls, il y a de plus en plus de monde, non mais c'est vrai, et moi ça me fait plaisir, c'est que je vois que
je vois beaucoup de chaînes de permaculture qui reprennent des bouts de nos vidéos, qui reprennent la thématique, et je trouve que la tonalité, notamment, du rapport à la chimie, à la vie du sol, elle a beaucoup changé sur toute la scène YouTube des permaculteurs et compagnie. Il y a un regard qui a beaucoup changé, il y a une acculturation qui s'est faite, et donc je m'inquiète pas, je vois que le chemin est en train d'être parcouru, quoi. Et maintenant, la question c'est, est-ce que cette guerre glypho-pas glypho va vraiment amener à des tensions telles que ça va devenir violent, ça je sais pas, quoi. Le fait est qu'aujourd'hui, si demain on nous interdit le glypho, il y a en MSB on s'en fout un peu, chez les céréalistes en serre chauffée on s'en fout, mais en céréales ça va être un poil tendu. Alors on est en train de bosser très dur pour trouver des outils de secours. On a déjà quelques bonnes idées, il y en a qui sont fonctionnelles, d'autres il y a encore 2-3 ans de développement. C'est pas facile hein, quand on n'a pas beaucoup de moyens de trouver des bonnes idées, trouver un agriculteur motivé pour bricoler un truc, tester, ça avance doucement. Donc bon, je pense que ça va se faire tout seul. Faut juste continuer le travail. Et je dis, hein, c'est construire des outils pour que les agriculteurs adoptent les pratiques. Quand les agriculteurs ont adopté les pratiques, de toute façon, il y aura une reconnaissance de ces pratiques-là. Et puis la politique suivra, quoi. Et in fine, je veux dire, si vraiment tu arrives à faire basculer 70% de l'agriculture sur des modes vraiment de sol vivant, tu as énormément de réglementations qui ne se justifient même plus, énormément de contraintes qu'on nous impose qui ne se justifient pas, parce que si tu arrives vraiment à faire beaucoup d'agriculture sur sol vivant, bah, tu résous quand même une bonne partie des problèmes de l'eau, de l'érosion, de la valeur nutritive, etc. Donc on pourrait conclure sur tout seul ça va plus vite, ensemble on va plus loin, mais en fait avec la chaîne YouTube on peut aller tous ensemble plus loin. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est vrai que plus on est nombreux à y aller, plus on y va, mais je vois tellement de gens qui face à nos projets amènent énormément d'inertie qu'en vérité, 20-30 personnes, on a avancé beaucoup plus vite que les instituts de recherche. Je veux dire, aujourd'hui, le maraîchage sol vivant, tu n'as pas une étude sérieuse qui a été faite par l'INRA sur la reconstruction biologique des sols, etc. Pas une. Ça fait 10 ans qu'on fait ça quand même, quoi. Et Dominique Sellner fait ça depuis encore plus longtemps. Et Gilles Lemieux fait ça il y a plus de 25 ans. Et Pierre Besse a commencé la démarche il y a 20 ans aussi, quoi, tu vois. Aujourd'hui, on n'a pas une étude sérieuse sur le truc. Donc on arrête de perdre notre temps, on avance. Et on voit que tout le monde galope derrière, quoi. Et c'est très bien, quoi. Et j'estime que dans 10 ans, je pourrais prendre ma retraite, c'est bon, la machine sera lancée, et puis on pourra arrêter de courir partout et de passer nos dimanches à faire des vidéos, quoi. C'est ça le truc.